Il y avait aussi des animateurs parmi les danseurs. On incorporait des fois aussi des danseurs Tutsi, Papa Kwebe. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que moi, depuis que j'étais très jeune, je ne comprenais peut-être pas beaucoup de choses, mais ces deux éléments m'ont toujours intrigué. Et quand ça barde aujourd'hui à l'Est, j'ai toujours blâmé Mobutu. Les gens ne savent que je n'ai jamais été d'accord avec les idées de notre feu Papa Mobutu. Merci Papa Kwebe, j'ai fermé le micro. Merci beaucoup, merci infiniment. La présence Tutsi au Congo n'a jamais été fortuite ou gratuite. Tous les Tutsis qui sont venus au Congo avaient en tête de remplir une mission pour la cause de leur ethnie. Il faut le savoir. Que ce soit les femmes Tutsis qui ont épousé des hommes congolais. Et la plupart des dirigeants zaïrois, sous Mobutu, si pas la quasi-totalité, avaient des deuxièmes bureaux, c'est-à-dire des maîtresses Tutsis. Oui, moi j'ai fréquenté en tant que d'abord directeur des informations à la radio, ensuite en tant que directeur de cabinet sous le ministère de Ngombo Luowo, n'est-ce pas, avec Faustin Birindoua comme Premier ministre. Donc j'ai fréquenté tous les milieux. J'ai été reçu par les familles de quasiment tous les ministres, les généraux. Eh bien, ils avaient, à quelques rares exceptions près, des maîtresses Tutsis, n'est-ce pas? Donc, en 1991, je me rends à Kawele, le 10e anniversaire d'une de ses filles. Je ne sais pas si c'est Dai Nyan, je ne sais pas comment il s'appelle, l'une de ses filles en tout cas. Je m'y rends. Et qu'est-ce que je vois autour de cette fille? Elle avait une copine. La fille, la dernière née de maman Mobutu, avec maman Antoinette. Maman Antoinette, oui, merci, était une Tutsi, une fille Tutsi. Elle se promenait avec un téléphone satellitaire. Une jeune fille d'une dizaine d'années qui se promène avec un téléphone satellitaire. C'est-à-dire qu'elle était au courant de tous les déplacements du président et elle transmettait. Donc c'était déjà un agent de renseignement à son âge. Donc les Tutsis naissent avec cette culture. Depuis le berceau, on leur inculte les valeurs, on leur inculte la pratique de l'espionnage, du mensonge, de l'infiltration. Ah bon? Mais oui, dès le berceau, dès le berceau. Je vais vous apprendre encore quelque chose. D'où vient le nom Tutsi? Puisque ce n'est pas une langue. Le Tutsi n'est pas parlé au Rwanda, ni au Burundi, encore moins au Congo, et dans aucun pays africain, le Tutsi, il existe une langue qui s'appelle le Kitutsi. Et sur la planète Terre, aucun pays, aucune population ne parle le Kitutsi. Alors, d'où vient ce nom? Eh bien, j'ai fait des recherches. Et comme vous le savez, Matthieu 7,7, qui cherche, trouve. Oui, qui cherche, trouve. Matthieu 7,7. Et j'ai trouvé. Le nom Tutsi vient de l'empereur romain Flavinius Titus. Celui-là même qui a fait le siège de Jérusalem, a massacré les Juifs et se trouve à l'origine de la dispersion des Juifs à travers le monde au 8e siècle après Jésus-Christ, quand cet empereur romain, Titus Flavinus, a profané le temple de Jérusalem avec le sanctuaire et tout ça, le Saint des Saints, a détruit, a mis à feu et à sac la ville de Jérusalem, Flavinus Titus. Parce que l'empereur romain Flavinus Titus est venu en Abyssinie, en Éthiopie, recruter des mercenaires noirs pour les intégrer dans les légions romaines. Il est venu recruter en Abyssinie, en Éthiopie, des mercenaires noirs. Et alors, lorsque l'empereur Titus Flavinus meurt, les mercenaires qu'il avait recrutés en Éthiopie, à qui il avait appris le maniement des armes, voilà pourquoi les Tutsis tuent toujours avec des machettes. Parce qu'ils ont appris le maniement des armes, c'est-à-dire de la machette et du glaive, avec les légions romaines de l'empereur Flavinus Titus. Lorsque l'empereur romain Flavinus Titus meurt, son remplaçant, je ne sais plus si c'est Dioclétien, son remplaçant dit aux mercenaires noirs, voilà, vous avez terminé votre mission, rentrez chez vous en Afrique. Ils rentrent en Afrique et par nostalgie, et pour se distinguer des autres Abyssiniens et des autres Éthiopiens, ils prennent le nom de leur empereur. En souvenir de leur empereur, ils adoptent son nom. Ah, d'accord. Comme ils avaient appris l'art, comme ils avaient pris l'art de conquête, parce que comme vous le savez, l'Empire romain avait fait des pays méditerranéens son domaine. On appelait, la Méditerranée était appelée par les Romains Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer. Les empereurs romains sont allés attaquer même les Anglais, les Saxes. Ils ont attaqué, ils ont essayé de dominer pratiquement toute l'Europe. Avec quoi? Avec le glaive. Ils avaient donc acquis, ils maîtrisaient la technique de la conquête du pouvoir dans les États. Et donc, ces anciens mercenaires noirs éthiopiens
qui sont rentrés en Éthiopie ont commencé à appliquer la technique de conquête des pouvoirs autour des populations de l'Éthiopie. Et ils sont descendus, comme ce sont des peuples de pasteurs nomades, ils ont commencé à descendre en menant des conquêtes à partir de l'Éthiopie jusqu'en Tanzanie, en passant par l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda. Donc le mot Tutsi vient de l'empereur romain Flavinius Titus. Et cette habitude de vouloir s'emparer des terres, de conquérir les terres, de tuer les gens, c'est une tradition qui remonte à l'époque lorsque les mercenaires noirs éthiopiens ont été enrôlés dans les légions romaines où ils ont appris l'art du maniement du glaive, c'est-à-dire de la machette aujourd'hui. Alors, Mobutu, comme les Congolais aujourd'hui d'ailleurs, était totalement inconscient du danger des Tutsis. Totalement inconscient. Mais le premier directeur de cabinet de Mobutu s'appelait comment? Barthélemy Bisengemana Nguema, qui était un Tutsi. Hein. Et comme je vous ai dit, la plupart des dirigeants du MPR, parti-État, sous Mobutu, avaient des maîtresses Tutsi. La plupart de ceux que j'ai connus avaient des maîtresses Tutsi. Voilà comment cette infiltration s'est opérée. Depuis très longtemps, des immigrés clandestins, en provenance des pasteurs immigrés clandestins, en provenance du Rwanda, se sont introduits au Congo, à l'insu de tous. Et le dernier de ces célèbres immigrés clandestins s'appelle qui? Il s'appelle Joseph Kabila. Arrivé dans les bagages de l'AFDL, il a mis les pieds pour la première fois au Congo le 17 mai 1997 en tant qu'immigré clandestin et 3 ans plus tard, il devient président de la République. Voilà où nous a amené notre inconscience. Voilà où nous a amené notre ignorance. Et donc, si vous constatez qu'à la frontière entre le Rwanda et le Congo, du côté de Gisenyi, les gens passent d'une frontière à une autre, mais c'est parce que les Tutsis avaient fait comprendre à Mobutu qu'il fallait créer une communauté appelée la CPGL, la Communauté économique des pays des Grands Lacs. Et dans cette CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, le Rwanda n'avait rien à apporter, puisque Bazan est le côté. Ils n'ont pas de richesse minière. Ils vivent de quoi? De quelques bananeraies, quelques champs de patates douces. Ils n'ont aucune industrie, ils n'ont rien. Le Burundi, même chose. Donc, tout le budget, toutes les richesses, tous les avoirs de la CPGL venaient d'où? Venaient du Congo. Donc, la CPGL a servi comme instrument d'infiltration et de prise de contrôle des Tutsis sur les institutions du Congo. Et ce sont eux, sans doute, qui ne voulaient pas qu'il y ait des contrôles à la frontière, parce que leurs agents devaient avoir la liberté de sortir et de rentrer librement. Aujourd'hui, vous le savez, on a procédé au brassage dans l'armée congolaise. Où avez-vous déjà vu? Dans une armée nationale, on prend des milices étrangères, on les injecte dans l'armée nationale. C'est ça qui s'est passé avec les opérations de brassage menées dans les années 2000. Donc, aujourd'hui, les FARDC, qui n'arrivent pas à chasser, à vaincre les M23, alors que, et ça je n'ai pas voulu, je suis un peu passé très rapidement là-dessus, lors de la Première Guerre mondiale, la première défaite infligée à l'armée allemande a été l'œuvre de la force publique, l'armée du Congo belge. C'est la force publique du Congo belge qui a infligé la première défaite militaire à l'Allemagne. C'est la force publique qui a chassé les Allemands de Kigali le 31 mai 1916. C'est la force publique du Congo belge qui a chassé les Allemands de Burundi. Je crois que c'est au mois de juin, fin juin 1916. C'est la force publique qui a chassé les Allemands de la Tanzanie. Les noms comme Tabora, Mahenge, Sayo et tout ça, hein, de noms des rues et de quartiers qui chassent ça, ce sont les noms des victoires remportées par la force publique contre l'Allemagne. N'est-ce pas? Donc, le soldat congolais est l'un des soldats le plus dur, le plus valeureux qui soit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de vaincre le Rwanda. Pourquoi? Parce que notre armée est entièrement infiltrée par les officiers Tutsis. Tous, ils sont là. Comment voulez-vous gagner une guerre quand ce sont les officiers de vos ennemis qui vous dirigent? Vous comprenez? Donc voilà pourquoi, par inconscience et par ignorance, nous avons laissé les ennemis nous infiltrer. Et aujourd'hui, ils nous assassinent, ils nous égorgent, ils commettent un génocide. Et maintenant, ils sont en train de nous confisquer nos terres. Pour la première fois dans l'histoire du Congo, je crois que Léopold II et Stanley doivent se retourner dans leur tour. Pour la première fois, nous avons perdu 2 chefs-lieux de province. Nous avons perdu 2 chefs-lieux de province, Goma et Bukavu. Nous avons perdu Minembwe, nous avons perdu Kibumba, nous avons perdu Kishiché, nous avons perdu Bunagana. Et la suite est à venir, le pire est à venir. Ah bon? Ah ben évidemment, puisque le M23 n'a pas déposé les armes. N'est-ce pas? On veut maintenant parler du dialogue, pour parler maintenant de l'actualité. Ce sera le 18e dialogue. Quel a été le résultat des 17 premiers dialogues? Les Congolais ne se posent pas la question.
Avant de parler du 18e dialogue, posez-vous la question de connaître, de dresser le bilan des 18 premiers dialogues. Le premier, c'est celui qui s'est tenu sur le bateau militaire sud-africain qui s'appelait Otenika, au large de Pointe-Noire, sous l'égide de Nelson Mandela, en janvier 1997. Depuis lors jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 22 août 2026. Quel est le bilan? Eh bien, nous avons eu un président Tutsi pendant 18 ans, qui s'appelle Joseph Kabila. Nous avons eu un vice-président Tutsi en la personne d'Azarias Ruberwa, qui est devenu ensuite ministre de la décentralisation. Nous avons perdu, nous avons eu des massacres à Beni, à Lubero. Nous avons eu des massacres à Kibumba. Nous avons perdu la ville de Goma et de Bukavu. Nous avons eu des Mombondo. Les Mombondo, c'est qui est derrière Mombondo sur le plateau de Bateke à Kinshasa? Mais c'est Joseph Kabila qui était le... Ah, merci, je l'ai toujours dit ça. Les gens n'ont jamais cru. Ça, je l'ai toujours dit. C'est lui, qui a financé le M23, qui est vraiment le financier et le fondateur du M23. Mais le rapport Mampi le dit. Mais c'est Joseph Kabila. Pendant la journée, il fait semblant d'être congolais. Pendant la nuit, il devient Tutsi rwandais. Vous comprenez? Donc, ça, c'est de notre faute, par notre inconscience et notre ignorance. Et nous sommes en train de payer notre gabégie, notre manque total du sens du bien commun. Les Congolais ne savent pas qu'avant d'être Congolais, nous sommes d'abord des Bantous, c'est-à-dire des membres des ethnies dont les terres ont été confisquées par le roi Léopold II, les Parstanlais, pour former l'État indépendant du Congo. Le Congo existe depuis 141 ans. Mais les Balouba existent depuis quand? Mais depuis des milliers d'années. L'État congolais est venu après les ethnies, n'est-ce pas? L'État congolais est né il y a 141 ans. Mais les ethnies congolaises, les Balouba, les Batete, les Song et tous ces gens-là, mais existent depuis des milliers d'années. Et la terre, l'indépendance, les droits et les libertés, la souveraineté appartenaient à qui avant l'arrivée des Blancs? Mais ces attributs appartenaient aux ethnies. Donc il faut leur restituer ces attributs-là. Il faut restituer la terre aux ethnies. Il faut restituer les indépendances. Maintenant, on va trouver un modus vivendi, c'est-à-dire un moyen de vivre ensemble entre nous. Nous n'allons pas nous séparer. Moi, la seule femme que j'ai épousée au monde, c'est une Moulouba. Je suis Mouyansi. J'ai été épousé une Moulouba du côté de Tchilenge. On ne va pas se séparer pour ça. On va pas Donc, la question de la conscience nationale existe. Mais les Congolais doivent savoir que leur pays est trop riche, leur pays est trop grand, et que les pays voisins sont jaloux. Vous n'avez pas remarqué que le Congo, j'ai des documents ici, le sous-sol du Congo recèle 108 minéraux différents. Boyoki, 108 minéraux différents. Le Congo est entouré de 9 pays voisins. Maintenant, examinons les richesses des pays voisins du Congo. Le Congo-Brazzaville n'a que 2 richesses, le pétrole beaucoup de pétrole et un peu d'or. Ok? L'Angola, un peu d'uranium et beaucoup de pétrole. Et beaucoup de diamants. 3. Donc, Congo-Brazzaville, 2 richesses. L'Angola, 3 richesses. Le Centrafrique, un peu de pétrole, un peu d'uranium et un peu d'or. 3. L'Ouganda, un peu de pétrole et un peu d'uranium. 2. La Tanzanie, je crois que de la manganèse. Je crois que la Tanzanie doit avoir à peu près 2 ou 3 minéraux. La Zambie, un peu de cuivre, évidemment, et un peu de cobalt. 2. Et puis c'est tout, hein. Or, nous avons 108. Et parmi nos voisins, celui qui possède le plus de minerais en a 4 seulement. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Ils vont tous nous adorer, nous admirer? Ben non! Si vous avez un voisin et que tous les jours vous mangez de la viande, et que l'odeur de la viande va jusqu'à dans les narines de votre voisin qui mange de Matembele Bangui, eh bien, un de ces 4 matins, le voisin, avec sa femme et ses enfants, vont vous attaquer pour vous prendre votre viande. Et c'est ça qui se passe avec le Rwanda. Et j'ai l'impression que les Angolais sont en train de suivre la même chose. Et même les Zambiens aussi. Bapomine Djokoté, ils ont abattu un éléphant et tout le monde vient avec un couteau pour couper un morceau. C'est ça la situation du Congo aujourd'hui. Le danger qui nous guette aujourd'hui. Le danger de balkanisation. Le danger de démembrement, de dislocation du Congo. Mais je vous assure que Mbokawana est Kopazarate. Pourquoi? Mais parce que les frontières du Congo, on a cru que, je vous ai dit que les frontières du Congo ont été déterminées par la conférence de Berlin. La conférence de Berlin n'avait pas pour objet le partage
de l'Afrique, c'était pour se mettre d'accord sur les frontières. Parce que les puissances coloniales européennes avaient déjà partagé l'Afrique. Donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Portugal avaient déjà conquis leur colonie africaine. Et notamment le Rwanda. Je vous ai dit que le Rwanda est devenu une colonie allemande en 1865. Donc 20 ans avant nous. Mais pour ce qui est du Congo, les frontières du Congo sont des frontières divines. Ce sont des frontières naturelles. Je vais vous le prouver. Prenons d'abord les frontières du Congo avec les pays de l'Est, avec la Zambie, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une série de 8 lacs. Ce sont des lacs naturels créés par Dieu. Ce sont ces surfaces d'eau qui séparent le Congo des pays situés à l'Est. Ce sont des frontières naturelles. Ah bon? Des frontières divines que Dieu lui-même a créées. Ce sont des lacs. Le lac Moero, le lac Tanganyika, le lac Kivu, le lac Albert, le lac ainsi de suite. Ce sont des frontières naturelles. Mais vous allez remarquer que face au Rwanda, nous avons 3 frontières. Une frontière d'eau, le lac Kivu. Une frontière de pierre, le mont Virunga. Et une frontière de feu, c'est-à-dire les volcans Nyamulagira et Nyiragongo. Vous croyez que c'est par hasard? Vous croyez que Dieu est idiot? Il n'a rien compris? Pourquoi? C'est seulement face au Rwanda qu'on a placé une triple frontière avec le Congo. Une frontière d'eau, une frontière de roche et une frontière de feu. Les volcans Nyamulagira et Nyiragongo. Ça, c'est à l'est. Maintenant, quand vous passez par l'Ouganda, vous entrez maintenant du côté du Maniema. Ça, c'est la forêt équatoriale. C'est une frontière naturelle. La frontière équatoriale. C'est une frontière naturelle. Vous poursuivez vers l'ouest. Vous tombez sur le fleuve Congo. Le fleuve Congo qui nous sépare avec le fleuve Ubangi de Centrafrique. Mais c'est une frontière naturelle, non? Vous passez par Kisangani, vous redescendez. Maintenant, le même fleuve nous sépare avec quoi? Mais avec le Congo-Brazzaville. Toujours une frontière naturelle. Vous descendez jusqu'au littoral de l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, c'est une frontière naturelle. Vous remontez du côté de l'Angola, mais c'est là où se trouvent les hauts plateaux de Lunda. Et le haut plateau, c'est quoi? Mais c'est une frontière naturelle. Et quand je dis frontière naturelle, ça signifie des frontières divines. Donc Mbokawana, c'est un pays béni. C'est un pays béni par Dieu. Parce que là où se trouve la banque, là aussi se trouve le banquier. Là où est caché un trésor, là aussi se trouve le trésorier. Et s'il y a 108 minéraux dans Bokarabiso, et si c'est nous qui avons fourni l'uranium qui a permis au monde entier d'entrer dans l'ère nucléaire, c'est que notre pays est un pays totalement distinct, totalement différent des autres. C'est un pays à nul autre pareil. Voilà comment moi je comprends le Congo. C'est ce que moi j'écris dans le livre que l'ami là voudrait financer. Le Congo est un pays à nul autre pareil. Mais Toyebi en côté, parce que le Congo qu'on nous a appris à l'école, ce n'est pas le vrai Congo. Vous voyez maintenant, je vous explique que les frontières du Congo n'ont pas été déterminées à la conférence de Berlin, comme on pourrait le croire. Les frontières du Congo sont des frontières naturelles et donc des frontières divines. Les lacs, la forêt équatoriale, l'océan Atlantique et les hauts plateaux de Lunda. Ce sont des frontières naturelles, donc des frontières créées par Dieu lui-même, avec, face au Rwanda, un lac, une montagne et 2 volcans. Pour empêcher les Rwandais de venir chez nous, il y a 3 obstacles, 3 barrières pour que les Rwandais ne puissent pas sauter. L'eau, le feu et la pierre, la montagne. Voilà comment il faut lire, comprendre l'histoire du Congo, la métaphysique, n'est-ce pas, du Congo. Voilà, je suis prêt pour écouter les autres questions. Merci beaucoup, Papa Kwebe. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment le cours absolu. Hein? Mais moi-même, faisais comme moi, cher ami. Donc, faisais comme moi. On va passer à Congo Moustering. Bonjour, bonjour les représentants, bonjour Papa Kwebe. Oui, bonjour Papa, bonjour Congo. J'ai une petite question là-bas. Et je vous ai bien suivi, mais j'aimerais beaucoup savoir si au Congo nous avons des historiens, et si nous avons des historiens, qu'est-ce qu'ils font? Et si nous n'avons pas des historiens, est-ce que vous voyez que avec cette génération, il y aura encore des historiens qui vont apparaître dans notre cher beau pays, la RDC? Parce que moi, je crois que, puis si on avait des historiens, aujourd'hui, tous sont devenus des politiciens. Merci, c'est ça ma question.
Écoutez, nous avons des historiens, et même des historiens émérites, des très grands historiens qui ont terminé leurs études dans les grandes universités. Le premier d'entre eux, c'est Isidore Ndaiwel Nziem. Nous avons des historiens comme Moudimbe, nous avons des historiens comme Eli Kambokolo, nous avons des historiens comme Ngal, j'en oublie des meilleurs. Mais ce sont des historiens qui ont été formés dans le moule, dans le moule de l'Occident, de la culture occidentale. Ils répètent exactement ce que leurs maîtres occidentaux leur ont dit. Ils n'ont jamais pris une distance pour voir le Congo sous les yeux des Congolais. Ils n'ont jamais remis en cause les thèses défendues par leurs professeurs. Mais moi, j'ai étudié dans le même collège que le professeur Ndaiwel, c'était nos aînés. Mais quand je suis arrivé en Europe, en 1988, je me suis dit, je vais commencer à chercher. Parce qu'il y a des choses qui me turlupinaient, qui me dérangeaient. Et j'ai commencé à entrer aux archives royales, là, à Bruxelles, rue du Houblon numéro 28. Les Congolais n'y vont quasiment jamais. Alors que tous les secrets de notre pays se trouvent là-bas. Et c'est là où j'ai notamment découvert la date de naissance de notre groupement. Le groupement Papa Kobe, tu peux répéter l'adresse? Peut-être il y a des gens qui prennent... Rue du Houblon, numéro 28, à Bruxelles. Rue du Houblon, numéro 28, et vous y allez, vous vous inscrivez, on vous donne une carte, et la carte est gratuite. L'accès est gratuit. Il y a, je crois, 5000 km ou 500 km d'archives. 500 km d'archives congolaises. Et les Congolais n'y vont jamais. Vous avez également le musée de Tervuren, où j'y étais à plusieurs reprises. Je me suis même fait photographier. Je vais vous envoyer la photo. Je me suis fait photographier avec la carabine de Henry Morton Stanley. La carabine qui lui a permis la conquête militaire des terres de nos ancêtres. Je me suis fait photographier avec la carabine de Henry Morton Stanley qui est gardée là-bas. Donc ce dont moi je parle, c'est le résultat de mes investigations, de mes enquêtes, de mes recherches personnelles. Je suis arrivé à cette conclusion-là et je suis arrivé à la découverte d'un Congo qui n'a rien à voir avec celui qu'on nous a appris à l'école, avec celui que les professeurs d'histoire enseignent. Il y a un autre Congo. Et pour moi, c'est ce Congo-là que tous les Congolais doivent apprendre à connaître. Et c'est ce Congo-là que j'ai essayé aujourd'hui de partager avec vous. En partage. Donc, il existe des historiens mondialement reconnus pour leur connaissance, mais il ne s'agit pas du Congo des Congolais. C'est le Congo tel que les Blancs l'ont voulu. Voyez-vous? Il y a un professeur comme Isidore Ndaiwel, mais c'est un cerveau extraordinaire. Il a même été secrétaire général, je crois, si je m'abuse, de la francophonie. Et dès ce moment-là, il devient suspect. Dès ce moment-là, il devient suspect. Je crois que le professeur Ndaiwel Nziem était un Mboun. Parce que les Bambouna et les Bayansis sont des cousins. Il doit être un Mboun. Eh bien, tout ce qu'il enseigne, il a écrit un livre, un traité de l'histoire du Congo, financé par l'UNESCO. Alors tout de suite, moi je me suis méfié. Mais ce qu'il dit dans ce traité, toute l'histoire du Congo, mais c'est ce que le révérend père, comment il s'appelait, Léon de Saint-Moulin, avec son livre Le Panorama de l'histoire du XXe siècle, il raconte n'importe quoi. N'importe quoi. N'est-ce pas? L'histoire de l'endettement du roi Léopold II. Personne n'en parle. Que sont devenues les dettes du roi Léopold II? Qui les a payées? Et combien? Mais j'ai dû fouiller partout. Nous venons de retrouver, mon cher le représentant, nous venons de retrouver les pièces de la comptabilité financière du roi Léopold II. On vient de retrouver les pièces de la comptabilité des dettes du roi Léopold II. On les a retrouvées où? Mais dans les banques, à Zurich, notamment, en Allemagne. Les pièces de la comptabilité des dettes du roi Léopold II. Mais c'est très important. Et quand vous regardez les livres d'histoire du Congo, quand vous les lisez, on ne parle pas des dettes du roi Léopold II. On ne connaît pas le montant. On ne sait pas qui a prêté de l'argent au roi Léopold II. Quel est le montant? Comment ces dettes ont été remboursées? Regardez où en est la Grèce aujourd'hui. La Grèce n'appartient plus aux Grecs. La Grèce aujourd'hui n'appartient plus aux Grecs. La Grèce appartient à ses créanciers. À part, n'est-ce pas, l'Acropole. À part l'Acropole, tout le reste de la Grèce a été confisqué par les créanciers de la Grèce, c'est-à-dire les îles grecques, le métro, les stades, n'est-ce pas, les PTT, tout a été confisqué par les créanciers. Alors, si les Blancs se conduisent ainsi envers un pays comme la Grèce, qui est le berceau de la démocratie ici en Occident, qui est le berceau des valeurs ici en Occident, s'ils se conduisent comme ça, comment voulez-vous qu'ils se conduisent vis-à-vis de nous, les nègres d'Afrique? Sans pitié, sans pitié. C'est comme ça
qu'il faut raisonner et ne pas faire preuve de candeur, de naïveté. Non, hein. Et donc, nous devons remettre en question. Merci. Oui, regardez aujourd'hui. Vous savez que moi, je me suis arrêté plus ou moins en 1960. Mais vous savez que le Congo est membre associé de l'OTAN. Le Congo est membre associé de l'OTAN depuis 1955. Pourquoi? Cela sur demande des Américains. Quand les Américains ont fabriqué la première bombe atomique qui a été larguée, la première sur Nagasaki, non, pardon, la première sur Hiroshima, excusez-moi, le 6 août 1945, et la deuxième bombe sur Nagasaki, le 8 août 1945, l'uranium venait d'où? L'uranium venait de Shinkolobwe, des mines de Shinkolobwe. Alors, c'est en ce moment-là que les Américains se sont rendus compte de l'importance de ce pays, du Congo belge. Ils ont dit que ce pays était très important. Nous allons l'accepter au sein de l'OTAN comme membre associé. Et cet accord d'association entre le Congo et l'OTAN n'a jamais été dénoncé ni revu. Cet accord existe toujours. Alors posez-vous la question. Comment expliquer aujourd'hui que le Congo est agressé par le Rwanda? Et que font les pays de l'OTAN? Eh bien, ils aident les pays agresseurs du Congo. Ils aident le Rwanda. Ils lui donnent de l'argent. Voyez-vous? Et donc, c'est une question qui est un pays associé à l'OTAN qui attend. Mais pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, dans quel camp s'est trouvé le Congo belge? Nous nous sommes battus dans les rangs des Américains, des Anglais, hein, des Français. Nous nous sommes battus. Nos troupes sont même partis se battre en Abyssinie. Vous savez qu'il y a un quartier ou une rue à Kinshasa, Abyssinie, où se sont battus les soldats de la force publique. Nous avons toujours, nous les Congolais et le Congo, nos richesses ont contribué à l'enrichissement, au développement des pays européens, des pays occidentaux. Et aujourd'hui, le Congo est attaqué. Eh bien, les pays occidentaux et l'OTAN se mettent du côté de nos agresseurs, de nos ennemis, les Tutsis. Voilà comment nous sommes remerciés. C'est la seule façon de raisonner sur les événements, sur la tragédie que vit le Congo aujourd'hui. La cause des Bantous congolais est une cause orpheline. C'est une cause orpheline. L'Inakabi sauté. Clair. Alors maintenant, nous devons prendre des dispositions pour que notre pays ne soit pas démantelé, pour que notre pays ne soit pas démembré, pour que notre pays ne soit pas balkanisé. Et il ne le sera pas. Comme je vous ai dit, c'est un pays qui est béni de Dieu. Parce que les frontières congolaises ont été tracées par Yemoko, Yemei, le créateur. Merci, Papa Kodé. On va évoluer dans les questions. Les réponses, Papa Kodé, elles sont un peu raccourcies parce que il y a beaucoup de demandes en bas, plus de 45 demandes, et aussi il y a des gens qui sont ici déjà. N'a pas de la parole depuis poser ma question. Juste un petit message à ceux qui nous suivent. Ici, on parle vraiment de notre pays. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, allez-y ailleurs, parce que ici, c'est vraiment des Congo. On parle de l'histoire et des savoirs, les enjeux et l'histoire de notre pays. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas le bienvenu ici aujourd'hui. Parce qu'ici, aujourd'hui, c'est vraiment les Congos. C'est ni la politique, ni les opposants, ni le pouvoir. Ici, c'est vraiment l'histoire de notre pays. Pour qu'enfin, nous puissions savoir les enjeux. Histoire et un parce que Ebele le loto Zarubungama, même moi, il y a des choses que j'ai entendues ici, même à l'école, je n'ai jamais appris ça. Donc, vous êtes le bienvenu. Si ça vous intéresse l'histoire de ton pays, si tu es congolais, si tu n'es pas congolais, tu peux aller ailleurs. À moins que tu sois congolais, que tu ne sois pas congolais, mais l'histoire du Congo t'intéresse, là, tu peux rester là. Allez-y, Gianni. Gianni. Ouais, vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Ouais, le représentant à Kala, son élection le Ninango du matin, ça fait tellement longtemps. Avec Check Fou, tout ça, l'enfant bref. Ah, je vois, écris-moi. Ouais, je vais t'écrire. Et qu'est-ce que je veux dire? Bonsoir tout le monde, bonsoir Papa Kobe. Bonsoir Gianni. J'ai écouté religieusement, j'ai aimé, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Et aussi, surtout, sur le problème de la dette qui est Léopold II. Endetté par rapport au Congo. Je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui t'a oublié. Il y a Hillary Clinton, j'ai appris une histoire pareille. Hillary Clinton, apparemment, elle aussi réclame à la RDC, qui est son ancêtre, sa grand-mère ou je crois son grand-père, avait emprunté de l'argent, avait prêté de l'argent à Léopold II. Et là, justement, elle se donne le droit de venir prendre, parce qu'elle a des territoires au Congo auxquels elle va récupérer des matières premières. Apparemment, elle dit que ça lui appartient par rapport à la dette. Hillary Clinton. Et là, j'ai fait un rapprochement avec ton histoire, là, de la dette. Je pense qu'il y a beaucoup. Il y a vraiment, si tu entends des histoires un peu partout, vous allez comprendre de votre narratif à vous, ça va vraiment ensemble. Ça, c'est très bien. Mais deuxièmement, j'ai une question.
je ne mets pas en cause hein, des frontières, des gens qui habitent là-bas, qui sont de l'autre côté. On a 9 frontières. Mais comment ça se fait que du côté du Rwanda-Burundi, les peuples rwandophones ont dit qu'ils sont pas, il n'y a pas une partie, comme je dirais de l'autre côté du Bas-Congo, il y a les Zombo, il y a des Bas-Congo en Angola, il y a des Bas-Congo au Congo-Kinshasa, tout comme aussi dans les frontières que tu montes vers les Luba. Il y a les... voilà, un peu partout. En fait, dans toutes les frontières, on a dans toutes les frontières, on a des ethnies qui sont de notre côté et des ethnies qui sont de l'autre côté. Et comment ça se fait du côté Rwanda-Burundi? Et ça, on remet ça toujours en cause. Est-ce que je peux juste avoir une petite explication? Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Au Rwanda-Burundi vit une ethnie de pasteurs nomades, agressifs et dominatrices. Les Tutsis. Tous les problèmes. Vous avez raison de souligner que nous avons 9 pays voisins. Et nous n'avons de problème qu'avec les pays où vivent les Tutsis. C'est-à-dire le Rwanda et le Burundi. Parce que les Tutsis sont fondamentalement une ethnie d'un peuple méprisant, arrogant et dominateur des autres. C'est tout simplement à cause de ça. En plus, ils ne possèdent aucune moralité. Pour eux, le mensonge est une vertu qui s'appelle chez eux là-bas le Bwenge. Ils mentent comme c'est pas possible. Hein? Moi, j'ai connu Miko Rwaitare, qui a fondé le Télécel. Qu'est-ce que me dit le Miko Rwaitare? Il me dit, monsieur Kwebe, vous là, les Congolais, vous attachez beaucoup d'importance à la femme, à la fidélité de la femme. Chez nous, les Tutsis, on vous donne votre femme, on vous donne nos femmes, nos filles. Prenez-les comme vous voulez. Parce que les filles Tutsis servent d'argent qui travaillent pour la cause de leur ethnie, c'est-à-dire la cause de la création d'un Tutsiland. Donc la réponse à votre question, c'est parce que les Tutsis veulent créer un foyer national de Tutsis aux dépens de l'intégrité territoriale du Congo. Ils veulent confisquer les 2 provinces du Kivu, l'ancien district du Haut-Katanga et une partie du Maniema pour former le Tutsiland. C'est ça les frontières du Tutsiland. Donc l'ancien district du Haut-Katanga, le nord Kivu, le sud Kivu et une partie du Maniema pour former le Tutsiland. Voilà pourquoi ils sont en train de massacrer la population. Voilà pourquoi ils ont créé les milices comme la FDL, comme le CNDP, comme le M23 maintenant, comme le RCD Goma, d'Azaras Rouberois. Ce ne sont pas des rébellions, ce sont des milices armées ethniques Tutsis. Voilà. Gianni. C'était pas vraiment la réponse que j'attendais, mais bon, tu peux passer à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Non, mais tu peux, si tu t'es pas satisfait. Moi, je voulais savoir, on a 9 frontières. De part et d'autre, il y a des gens qui se trouvent de notre côté à non. Et on a le même ethnie qui sont de l'autre côté aussi. Et comment ça se fait qu'à côté du Rwanda-Burundi, nous, je veux dire qu'on exclut les autres Rwandais. Alors que dans les autres frontières, il n'y a pas cette histoire-là de remise en cause des ethnies qui sont de notre côté et qui sont de l'autre côté. Ah, c'est ce que moi je veux savoir. Il y a des Nandés en Ouganda. Ok? Comme il y a des Nandés chez nous, avec leur capitale Butembo. Il y a des Bateke au Gabon, au Congo, Kinshasa et au Congo-Brazzaville. Il y a même des Tchokwe au Congo et en Namibie. Ok? Les Bazombo qui sont au Congo, qui sont en Angola, s'entendent très bien. Mais il n'y a pas de Tutsi congolais. Je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, parce que toute ma démonstration historique a consisté à prouver qu'il n'y a pas de Tutsi congolais. Dire qu'il y a des Tutsis et puis vous ajoutez le mot congolais, ça n'a pas de sens. Si vous êtes un Mutetela, vous êtes donc congolais. On ne dit pas qu'il y a des Batetela congolais. On ne dit pas qu'il y a des Topoké congolais. On ne dit pas qu'il y a des Balouba congolais. Non, si vous êtes Moulouba, vous êtes nécessairement congolais. On n'a pas besoin d'ajouter le suffixe congolais. Tout le problème vient de ce que les Tutsis se disent congolais, alors que leurs terres ne sont pas intervenues dans la formation de l'État indépendant du Congo. Je suis resté pendant plus de 45 minutes à traiter de ce thème. Les terres du Rwanda, la population du Rwanda ne sont pas intervenues dans la population de l'État indépendant du Congo, ni dans la formation des terres de l'État indépendant du Congo, le 26 février 1885. Il n'y a donc pas de Tutsis congolais. Et tout le problème vient de là. Ils veulent prendre de force la nationalité congolaise et prendre de force la terre congolaise. Et pour cela, ils nous massacrent. Alors que du côté des Bateke, les Bateke du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa et du Gabon n'ont pas cette ambition. Les Nandés de l'Ouganda et ceux de Butembo s'entendent très bien. Les Lunda de Zambie et de chez nous s'entendent très bien. Les Lunda de Zambie ne viennent pas chercher des terres chez nous.
Alors qu'il y a des Lunda du Congo dont les terres ont été fusionnées avec celles des autres ethnies. Par contre, les Tutsis du Rwanda veulent non seulement confisquer notre nationalité, la prendre par la force, mais ils veulent également confisquer nos terres. Parce que quand on dit, ah voilà, ils veulent prendre l'armée, ils sont dans l'armée, ils sont dans le gouvernement, et ils sont au Sénat, oui. Mais l'objectif principal des Tutsis, ce n'est pas le pouvoir politique. Leur objectif principal, c'est la terre. Parce que c'est un peuple de pasteurs nomades. Ils connaissent l'importance de la terre, qui fait perdre le bétail. Ils vivent du lait de leur bétail. Ils pleurent quand une vache meurt. D'après ce que j'ai appris, mais ils ne pleurent pas autant quand un homme meurt. Ils font le deuil quand une vache meurt. Est-ce que chez nous, on fait le deuil quand une vache meurt? Non. Donc, tous les problèmes viennent du fait que les Tutsis est un peuple dominateur, un peuple menteur, un peuple criminel qui cherche par tous les moyens à confisquer les terres des autres. Pourquoi ils ont été chassés en Tanzanie? En Tanzanie, ils ont été expulsés. Au Congo-Brazzaville, on les a expulsés, n'est-ce pas? Où ça? Au Mozambique, ils ont été expulsés, manu militari. Parce que partout où ils vont, ils appliquent la même technique. Sauf chez nous, au Congo, on est trop naïfs, on est ignorants. Nous avons commencé cette émission avec le représentant par constater que les Congolais sont ignorants et naïfs et inconscients. Et ça se prouve maintenant avec ce qui se passe avec les Tutsis. Voilà. Merci. Gianni, c'est bon, satisfait? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Gianni. Alors, on va passer directement à Chemi L. C'est Chemuel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et merci papa Kobe. Moi ça fait très longtemps que je vous suis, depuis vraiment longtemps. Et c'est toujours intéressant de suivre vos interventions depuis cette histoire de même 2012 quand le M23 a commencé. Vous aviez intervenu dans pas mal chez pas mal des journalistes à l'époque pour expliquer ces problèmes de Banyamulenge. J'aurais une ou deux questions. La première question serait de savoir par rapport à la question que Gianni vient de poser, est-ce à cause du fait que le Congo, disons l'EIC, a été fondé bien avant, bien 20 ans après le Rwanda, que ça se trouve qu'il n'y ait pas de Tutsi ou bien de Hutu, de part et d'autre, du Rwanda et du Congo? Et deuxième... Oui, laissez-moi d'abord répondre à cette question, merci beaucoup. D'abord, vous savez qu'en 1885, les frontières du Rwanda passaient par la crête des volcans Nyamulagira et Nyiragongo. Donc, en 1910, l'Allemagne étant une grande puissance, ça c'est avant la Première Guerre mondiale évidemment, l'Allemagne, alors que la conférence de Berlin était déjà terminée depuis longtemps, qui s'était déjà mis d'accord sur le tracé de frontières, l'Allemagne a fait bouger la frontière du Rwanda vers l'ouest. Et donc nous avons perdu des territoires qui appartenaient au Houndé. Ok? Nous avons perdu des territoires, donc c'est le Rwanda qui doit nous céder des territoires, et non le contraire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voilà comment on trouve dans la poussière. Papa Kobe, répétez un peu s'il te plaît, c'est important. Là, c'est important. Je dis ceci. Oui. D'après le tracé des frontières convenu internationalement à la clôture de la conférence internationale de Berlin le 26 février 1885, la frontière entre le Rwanda et le Congo, entre le Burundi et le Congo, entre l'Ouganda et le Congo, passait par la crête des volcans Nyamulagira et Nyiragongo et la chaîne de montagnes de Virunga. Donc le Rwanda n'avait pas de contact avec le Congo directement. La frontière passait par la crête des montagnes des volcans. Mais en 1910, donc abusant de sa force militaire et de son influence, l'Allemagne a fait bouger la frontière vers l'ouest. Et l'État indépendant du Congo, en ce moment-là c'était déjà le Congo belge, puisque nous sommes devenus Congo belge en 1908, eh bien le Congo belge a perdu des territoires au profit du Rwanda. Et nous devrons récupérer ces terres tôt ou tard, voulu ou pas. Nous allons remettre les frontières du Congo par-dessus la crête des volcans Nyamulagira et Nyiragongo. Là vous faites allusion à la ville de Rubavu, c'est ça? Parce que la ville, il y a une ville, je sais pas, Rubavu ou Gisenyi, quelque chose, une ville frontière entre le Goma et les villes de Rwanda, c'est ça? Mais Gisenyi faisait partie du Congo avant 1910. Gisenyi faisait partie du Congo avant 1910. C'est la terre des Houndé. Les Houndé ont été chassés. Oh! Mais nous, on ne réclame pas. On ne réclame pas. C'est le Rwanda qui doit céder des terres au Congo et non le contraire. Moi, ma deuxième question. Inverser l'équation. Attendez. C'est le Rwanda qui doit céder des terres ayant appartenu au Congo depuis les temps immémoriaux. Depuis les temps, même avant 1825.
Avant, parce que le dernier roi des Tutsis, c'est le roi qui a été tué. Parce que les conflits, les premiers conflits entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda datent du XIVe siècle, en 1388. Et depuis lors, les Tutsis qui ont pris le pouvoir au Rwanda ont toujours guerroyé contre les ethnies bantoues. Les Baki, les Tembo, les Nyanga, les Rebo, les Rega. Depuis toujours, mais ils n'ont jamais réussi à nous vaincre. Voyez-vous? Et donc, en 1885, parce que le blanc est arrivé, eh bien, la conférence de Berlin détermine que la frontière entre le Rwanda et l'État indépendant du Congo passera par la crête des volcans Nyamulagira et Nyiragongo, avec la chaîne de montagne de Virunga, tout ça jusqu'à Rwenzori, du côté de l'Ouganda. Donc ça passait par la crête des chaînes de montagne, parce qu'une montagne est une frontière naturelle, n'est-ce pas? Mais en 1910, l'Allemagne décrète de façon discrétionnaire, de façon unilatérale, que la frontière entre le Congo belge et le Rwanda devait céder, devait être bougée, et la frontière a été bougée jusqu'au bord du lac Kivu. En 1910, il y a combien? Il n'y a pas longtemps, hein. 1910, c'est pas longtemps. Ce sont des faits d'actualité. Mais nous, 116 ans. Alors c'est comme ça qu'on roule dans la poussière. Mais les terres du Congo confisquées par le Rwanda en 1910 seront restituées au Congo, voulu ou pas. Quitte à déclencher la Troisième Guerre mondiale, nous allons récupérer les terres congolaises confisquées par le Rwanda. Voulu ou pas, c'est le Rwanda qui doit céder des terres au Congo et non le contraire. En tout cas, je pense qu'il y a près de 600 Congolais ont entendu ça. Pardon, chez moi, pardon, c'est là, parce que Makambu Oezobima Awa est vraiment très important. Vous savez pourquoi je veux vraiment que Papa Kwebe insiste là-dessus? Parce que depuis la nuit des temps, Papa Kwebe, moi dans mes oreilles, je ne dirais pas les autres, je dirais moi, j'ai toujours entendu que nous devons les terres au Rwanda. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, c'est le Rwanda qui doit des terres au Congo. Mais Messana dans le Kuta, c'est un peuple de menteurs, d'affabulateurs, de contrefacteurs. C'est le Rwanda qui doit des terres au Congo. Posez la question ici, quel que soit le pays où vous habitez, posez la question à des gens, à des blancs, aux blancs, parce que évidemment ils vont vous mentir, tous ils vont vous mentir. Le Rwanda doit des terres au Congo. Le Rwanda, la frontière du Rwanda a été bougée vers l'ouest en 1910 sur décision unilatérale de l'Allemagne, qui était à l'époque une grande puissance politique et militaire. Personne ne pouvait s'opposer à la volonté de l'Allemagne. Alors que la conférence de Berlin était terminée depuis longtemps, depuis 1885. Et puis s'était mis d'accord pour tracer la frontière entre le Rwanda et le Congo, le Burundi et le Congo, l'Ouganda et le Congo. La frontière devait passer en ligne droite sur la crête des volcans Nyamulagira et Nyiragongo, et non pas au bord du lac Kivu. Hein? En tout cas, je pense que tous les Congolais fanatiques et ignorants, surtout ceux qui font du live, et à cause de l'allégeance dans Rwanda, vous semblez tous pouvoir être dans Bokana. Vous serez tous pendus. Parce que vous êtes en train de déformer carrément l'histoire de votre propre pays. Parce que pendant l'échange, il y a 2 francs, 3 francs, 1000 euros, 2000 euros. Mais ce que j'attends ici, franchement, vous faites des panels carrément pour les gens à Rwanda, nous on leur devons les terres, alors que c'est le contraire de tout. Non, mais nous n'avons plus de cerveau. Nous n'avons plus de cerveau, nous les Congolais. Nous avons des cerveaux de bonobo. Nous avons des cerveaux de babouins. Bisous, Congolais. Cerveau, nous avons bonobo, bonobo. Nous avons des cerveaux de primates. Alors on nous roule dans la poussière. Aujourd'hui, Papa Kobe, discours de résultat beaucoup plus n'a pas net, même dans les commentaires, non, mais non, c'est important, c'est que, mais posez-vous des questions, pourquoi la plupart des villes et montagnes à l'est et à Congo, et ça n'a Kinyarwanda? Mais qui vous dit que c'est le Kinyarwanda? Qui vous dit que c'est le Kinyarwanda? Qui? Motion, monsieur le représentant. Attendez, non, attendez. Non, je peux pas encore finir. J'attends. Ce n'est pas un panel de débat ici, c'est un panel de questions. Je peux pas encore finir. Vos micro. Papa Kobe, d'abord, Samuel, attends. C'est le Kinyarwutu. C'est le Kinyarwutu, c'est la langue Hutu. Et les Hutus ont les mêmes coutumes, pratiquement, les mêmes traditions que les populations voisines du Rwanda. Il y a eu sans aucun doute brassage de la population. Mais à niveau étatique, je parle ici du niveau étatique. Quand l'Allemagne s'empare du Rwanda et du Burundi, du Rwanda en 1825, toutes les populations Hutu et Tutsi sont installées sur le territoire du Rwanda. S'il y avait des Tutsis et des Hutus
en dehors du territoire du Rwanda, comme l'EIC n'existait pas encore, qu'est-ce qui aurait empêché les Allemands de prendre ces terres? Réfléchissez un peu, faites un peu un petit raisonnement de l'école primaire. Puisque le Congo, l'État indépendant du Congo n'existait pas encore, pourquoi l'Allemagne, une puissance militaire et politique, pourquoi l'Allemagne s'était arrêtée là-bas au lieu d'Ayati et si la population à Rwanda, à Kamatiango Mabelewana, qui n'appartenait à personne? Cela signifie que l'Allemagne, les frontières du Rwanda s'est arrêtée là où s'arrêtaient les terres occupées par les Tutsis et les Hutus. C'est tout. Si les terres occupées par les Tutsis et les Hutus arrivaient jusqu'au lac Kivu, mais les Allemands, qui avaient la puissance militaire et politique, auraient poussé les frontières du Rwanda jusqu'au lac Kivu. Et donc, le mouvement des Tutsis et des Rwandais vers l'ouest est en cours de route. Puisque Joseph Kabila, il est devenu président de la République russe à Kinshasa. Kinshasa et la frontière rwandaise se trouvent à combien de kilomètres? C'est plus de 1800 kilomètres. Donc, ils sont en train de pousser vers l'ouest. Il y a eu même un ministre des Affaires étrangères Tutsi. Où ça? En Angola, au Rwanda. Un ministre des Affaires étrangères Tutsi à Luanda, en Angola. Ils sont en train de gagner tous les pays d'ailleurs, c'est dans leur plan, le plan d'occupation du Kivu de domination de l'Afrique centrale de 1962. Ils appliquent ce plan-là. Ils sont en train de pousser. Donc il faut les stopper maintenant, ça suffit. Samuel, tu suscites ta dernière question. En fait, bon, une dernière question, mais avant, c'était juste comment les déclarations de Papa Kobe de tout à l'heure corroborent même comme les allégations du vieux Rwandais là, Tito, machin truc qui venait d'intervenir il y a pas longtemps, disant que voilà, les Banyamulenge ils sont pas congolais. C'est quoi Mulenge? C'était les questions qu'il était en train de se poser. Qu'ils sont de Rwandais vivant au Congo. Alors quand il sera question de Bantou, ces Rwandais là, entre guillemets, Banyamulenge devront prendre les armes pour combattre ces Bantous là. Donc ça fait partie de leur projet depuis tout ce temps. Ma dernière question, Papa Kobe. Que pensez-vous de l'attitude du président Tshisekedi, notre président, qui, étant le fils de Etienne Tshisekedi, ça veut dire que on sous-entend qu'il est quand même au courant de beaucoup de ces choses-là par rapport au Rwanda, par rapport à l'arrivée de ces réfugiés rwandais, 1959, 1974, tout cet épisode-là de l'arrivée de Rwandais, et même le fait qu'il y ait eu un Rwanda à la présidence, Bisengimana, avec le président Mobutu. Moi, je pense, étant le président de la République, il est supposé être au courant de toutes ces histoires-là. Mais qu'est-ce que vous pensez du fait que, ayant cette connaissance-là, qu'il proclame quand même que ces gens-là sont de Congolais? Quels sont les faits? Quels sont, comment dire, qu'est-ce qui a poussé à ce que le président puisse déclarer ces choses-là? Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez aussi de l'actuelle déclaration de ce type-là, Tito, face aux déclarations du président qu'il a déclaré, comment dire, publiquement, et tout le monde l'a su? Au vu de tout ce que vous venez de décrire ici, qui démontre clairement qu'il y a rien, qu'il n'y a jamais eu de tribus Tutsi, Hutu au Congo, et c'est clair. Pendant que vous étiez en train d'expliquer, je suis allé sur Google, je suis allé sur avec les IA ces derniers temps, j'ai eu toutes les précisions et vous aviez totalement raison. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces déclarations-là? Merci pour votre honnêteté. Papa Kobe. J'ai été l'un des tout premiers surpris quand le président Fachi est parti en Angleterre, à Tottenham exactement, en 2019, et qu'il a proclamé, Urbi et Orbi, à haute voix, que les Banyamulenge étaient nos frères. J'étais non seulement surpris, mais scandalisé. Donc je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Mais, merci Martin Fayul alors. Mais, attendez, j'ai mené une étude psychologique sur le président Fachi. C'est un personnage, je vous le dis, qui me fascine. C'est un personnage qui me fascine. Parce que, en même temps qu'il dit qu'il y a des Tutsis, qu'il y a des Banyamulenge qui sont nos frères, qu'est-ce qu'il fait de Joseph Kabila? Il l'appelle un chien. Qu'est-ce qu'il fait de Kagame? Il va l'accuser aux Nations Unies. Que sont devenus les Bizi Makarara, les Bouguera et autres Azara Suruberwa, Bakimamboka? Donc, s'il faut porter un jugement sur ces affirmations, il faut tenir compte de tous ces éléments qui s'entrechoquent les uns avec les autres, qui deviennent contradictoires. Donc pour moi, Fachi reste une énigme, un mystère. Ceux qui le condamnent à 100%, comme ceux qui l'applaudissent à 100%.
moi je ne suis ni à 100% pour l'applaudir, même pas à 50%. Parce que il a réussi des choses. J'ai fait un mémo pour Nangaï Moko. Comment voulez-vous que quelqu'un qui va à Genève, puisque c'est vous qui avez posé la question, nous parlions de l'histoire, maintenant nous basculons dans l'actualité. C'est vous qui m'y avez entraîné. Je ne vais pas refuser le débat dans Nivoana. Ils vont, avec les leaders de la MOCA, ils étaient une dizaine à Genève en 2018. Les leaders de la MOCA. Parmi tous ceux qui sont partis à Genève pour former pour aller choisir le candidat qui allait affronter Ramazani Chadari aux élections présidentielles, Fachi était le dernier des derniers. Il n'a pas fait de grandes études, il était le plus jeune, il n'avait pas d'argent, il n'avait aucune expérience politique, n'est-ce pas? En face à lui, il y avait qui? Il y avait le professeur, n'est-ce pas, Matungulu Freddy, professeur d'université, membre de, je crois, il a travaillé à la Banque mondiale. Il y avait Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République, n'est-ce pas? Il y avait Adolphe Mouzito, ancien premier ministre. Non, pas Adolphe Mouzito. Il y avait Moïse Katumbi, ancien gouverneur. Fayulu. N'est-ce pas, de la République, multimilliardaire. Il y avait Namouissi, ancien ministre. Donc, parmi tous ceux qui, à Genève, au mois de novembre 2018, devaient choisir un candidat pour affronter Chadari, le dernier des derniers, c'était qui? C'était Fachi. Et d'ailleurs, lorsqu'ils votent, qui est choisi comme candidat pour aller affronter Chadari? Mais c'est Martin Fayoulou. Nous sommes d'accord? Oui, c'est Martin Fayoulou qui est choisi. Alors, on tient les élections. Martin Fayoulou semble-t-il est élu. Et le 24 janvier 2019, qui prête serment comme président de la République, c'est Fachi. Pour la première fois. Parce que même son père a été Premier ministre pendant... Il n'a même pas eu le temps de signer ne fût-ce qu'un arrêté ministériel quand il a été élu Premier ministre par la CNS. Feu Etienne Tshisekedi. Il n'a même pas eu le temps de signer ne fût-ce qu'un arrêté ministériel. Et son fils, Fachi, fait une première tentative aux élections présidentielles et c'est lui qui passe. On dit qu'il a triché, oui, mais dites-moi, qui n'a triché pas aux élections? Vous avez vu le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Jusqu'aujourd'hui, ils en sont encore à se disputer sur la question des fraudes électorales. Il n'y a pas d'élection au monde sans fraude électorale. Et pour gagner une élection, il ne suffit pas de frauder. Et pour gagner une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative ou sénatoriale, je ne sais pas quoi, il ne suffit pas seulement de frauder. Tout le monde fraude, mais tous ceux qui fraudent aux élections ne deviennent pas des présidents. Et donc, si nous admettons que Fachi a fraudé, si nous admettons, il a fraudé, il est passé. Du premier coup, c'est la première fois qu'il se présente aux élections présidentielles devant des monstres, devant des gens d'une carrure extraordinaire. Mais avant cela, Fachi n'a jamais mis les pieds, n'a jamais travaillé, ne fût-ce comme conseiller dans un cabinet. Et le voici qui passe directement à la présidence de la République. Ça, c'est en 2018, le 30 décembre. Et il récidive en 2023. Il fait coup double. On dit qu'il a triché, mais l'argument est le même. Pour devenir président de la République, il ne suffit pas de tricher. Et ceux qui trichent ne deviennent pas tous présidents de la République. Donc, que vous preniez, si vous examinez l'argument dans un sens comme dans l'autre, vous retombez sur le même constat. Pour devenir président de la République, il ne suffit pas de tricher. Et ceux qui trichent ne deviennent pas nécessairement président de la République. Donc, si vous admettez que Fachi a triché, eh bien, de deux fois il a triché, et les deux fois il est devenu président de la République. Je me dis, il y a un problème, il y a un mystère. Ok? Il y a un mystère, Fachi. Merci. Voilà. Merci, Papa Paul. On retourne sur l'histoire. En tout cas, Topoké, exceptionnellement, c'est vraiment c'est l'exception. 3 secondes, pas plus, je compte mes doigts. 3 secondes pour la mention parce qu'il y a des gens qui attendent depuis le pas traditionnel, Vanessa et tout ça. Ça fait plus de 2 heures du temps qu'ils attendent la parole, sans compter ceux qui sont en bas, ils ont fait des demandes. 3 secondes, je compte. 1, 2, 3. Allez, question. Merci beaucoup, monsieur le représentant. En fait, moi, je voulais juste ajouter pour les noms des places et des montagnes à l'Est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... En fait, les Rwandais manipulent beaucoup de Congolais en disant que ce sont des noms Kinyarwanda, c'est pour eux, non, c'est faux. Alors, je vais donner des exemples, par exemple, Goma. Goma, c'était Ngoma avec N. N-G-O-M-A. Donc, vous savez, c'est quoi Ngoma? Tam-tam, ok. Les premiers habitants de Ngoma, c'est les Bakumu. Ok, ce qui sont dans le Congolais. Quand on parle de Niragongo, voilà. Niragongo, l'origine, c'était Mohunde. Ok, c'est Nihawongo, c'était là où les Hundé allaient prier.
Donc, c'est juste, avec le temps, il y a eu un peu de transformation. Ce ne sont pas des mots en Kinyarwanda. Ok. Mama Topouké, mais vous avez parfaitement raison à 100%. Vous avez, les langues évoluent. La langue française, qui est pourtant une langue écrite, le français qu'on parle aujourd'hui n'est pas celui qui était en usage au XVIe ou XVIIe siècle. Il a évolué. Or là, ce sont des langues qui ne sont même pas parlées. Pardon, ce sont des langues, des dialectes qui ne sont même pas écrits. Ce sont des dialectes parlés. Et donc, ils ont subi des grandes transformations et même de déformations. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas des noms des lieux qui font un peuple. C'est une langue qui fait un peuple. Il y a des Baoundés. Je vous ai dit que le territoire qui a été donné au Rwanda en 1910, et Mama Topouké vient de le confirmer, c'était la terre des Houndés. C'était la terre des Houndés. Et il faudra la leur restituer de gré ou de force. Merci. Merci, Papa Kobé. Topouké, c'est bon? C'est bon. Merci beaucoup, monsieur le représentant. Ok, toi reste là. Allez, tradition. Des questions. Bonsoir, monsieur le représentant. Désolé pour les temps. Hein. Non, c'est pas grave, je comprends. Bon, bonsoir, monsieur Kobé. Bonsoir, je n'ai pas retenu votre nom, pardon. Tradition, mais les détails, vous allez les avoir, je pense, très bientôt. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, tradition. Je suis très content d'entendre ce qui se dit ici, parce qu'en tant que Congolais, le premier travail que ces larbins ont fait sur nous, c'est d'abord une déculturation incroyable. Je sais pas si c'est acculturation ou déculturation que je dois utiliser comme mot. Une déculturation, c'était ça ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai pas de question pour le prof parce que ce qu'il est en train de dire, c'est lui qui se dit Congolais doit le savoir. Parce que on se retrouve dans une situation où la manipulation devient l'arme fatale de l'ennemi. Donc, dans ce contexte-là, tout celui qui doit impérativement l'histoire du Congo avant 1885, pas après, parce que c'est quand ça a commencé les problèmes. La force publique créée en 1885, donc même le problème qui se retrouve au sein de l'armée se retrouve antérieur à l'existence du pays. Donc aujourd'hui, pour réfléchir sur les enjeux du Congo, pour réfléchir sur ce que le Congolais doit avoir, ce que le Congolais doit posséder, ce qui a été dépossédé de notre appartenance naturelle, on nous a dépossédé des choses, des terres, d'une culture, d'une fierté, d'une façon de faire et beaucoup de choses. Maintenant, ça, on doit impérativement avoir des personnes comme les professeurs Mukwege qui remettent les pendules à l'heure à tout moment, parce qu'on ne peut pas avoir des Congolais aujourd'hui qui se retrouvent à expliquer des choses qu'ils ne peuvent même pas eux-mêmes expliquer. Même les Rwandais n'arrivent pas à expliquer ça. Et vous avez des Congolais qui expliquent ça. Ça, c'est une folie. Moi, la seule recommandation que je veux demander aux... vous voyez, il y a trop d'émotions quand on parle du Congo et des fois, on évite de parler parce que la bêtise a pris place. La bêtise a pris place. Un narratif abruti est dans les langues et dans les bouches de tout le monde. Et même les intellectuels, les personnes qui réfléchissent, les chefs coutumiers, les vrais autochtones de ce pays ne disent plus rien. Parce que vous avez ramené la connaissance aux politiques, mais les politiques, ils connaissent pas ce qui se passe dans ce Congo. Allez voir les chefs coutumiers qui sont chez les Houndés, allez poser des questions, ils vous diront le Congo c'est limite où. C'est qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que c'est le plus grand panel que moi j'ai peut-être vu et j'ai jamais assisté dans ces genres de choses et heureusement qu'on m'a fait monter. Merci prof. Je vous demanderai de prendre une lutte avec vous. C'est la lutte de dépendants des militaires. Je vous demanderai de prendre cette lutte parce que à chaque fois que le Congo a eu à faire face à des mouvements, à des pillages, c'est quand le social de l'armée a été remis en question. Donc il faut réfléchir, parce que ça, même les politiciens, c'est là où ils vont se ressourcer pour avoir des voix. C'est dans les camps militaires, c'est dans ces endroits-là. C'est là où il faut d'abord bloquer toute forme de manipulation pour que ces enfants aient quelque chose à faire. C'est des endroits qui se retrouvent être le plus touchés par les Kuluna. Toutes les communes environnantes des camps sont touchées par le Kuluna, par la prostitution, par toute forme de dépravation, parce que les militaires ont un social qui est, je pourrais dire, assujetti. Le président l'a dit, le militaire a été clochardisé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec sa femme? Qu'est-ce qui va se passer avec ses enfants orphelins qui est ici? Vous avez aujourd'hui un ministère des anciens combattants qui existe, alors qu'il n'y a pas d'anciens combattants. Vous avez quel ancien combattant au Congo? Tout celui qui est considéré ancien combattant, c'est celui qui a fait la guerre de blanc. Mais votre ministère d'anciens combattants, il gère qui? Tout celui que vous considérez ancien combattant, l'armée ne le considère pas ancien combattant, il le considère blessé de guerre. Tout ça, c'est des bêtises. Là, maintenant, le Congolais doit se réveiller, parce que si on ne se réveille pas, bientôt, je vous dis, il n'y a pas très longtemps, les Rwandais travaillent sur ce plan avant même la naissance du Congo. Ces gens-là, ils étaient déjà dessus. Les Tutsis étaient déjà dessus. Si on ne se réveille pas maintenant,
on va être incroyablement choqués. Et c'est pour ça que je m'arrête par là et je dis merci au prof. Et je vous assure qu'il y a quelqu'un qui viendra vers vous. Parce que c'est la première fois que je discute vraiment comme ça en profondeur sur ces genres de thématiques. Merci beaucoup. Je sens l'émotion. Vraiment, je sens. Je pense même que pas une fois par mois, je commencerai à faire ce panel avec Papa Kwebe parce que nous avons vraiment besoin à matière Kotabiso, vraiment un cerveau. Bon, quel mot tradition tu disais? Quel mot de quoi? Tu as disais un mot là? Une déculturalisation. Déculturalisation, voilà. Donc, mais vous savez que le prof a l'habitude de dire quelque chose, c'est un terme que j'ai pris chez lui. Les Congolais ont prostitué la nationalité congolaise. Pour être Congolais, vous devez avoir un terre qui a permis à composer l'État indépendant du Congo. En dehors de ce cadre-là, vous n'êtes pas considéré autochtone. Si vous voulez avoir la nationalité, c'est un statut de nationalité réduit à la résidence. N'allez pas chercher les terres. Nous allons mettre à la disposition de tous les Congolais de la diaspora la carte ethnique de l'État indépendant du Congo au 19e siècle. Nous allons mettre à la disposition de tous les Congolais de la diaspora, je répète, la carte ethnique de l'État indépendant du Congo du 19e siècle. La carte ethnique authentique, pourquoi? Parce que les Tutsis ont fabriqué des cartes ethniques fausses. Ils ont acheté des fausses cartes ethniques. Cette carte ethnique qui est authentique est celle qu'ils ont éditée en 2005. Si vous ne faites pas attention, ça paraît exactement la même chose. La même calligraphie, la même police d'écriture, les mêmes codes de couleur, tout. Sauf que sur leur carte figure le nom des Tutsis. Alors que sur notre carte, la carte authentique du 19e siècle, le nom des Tutsis ne figure pas. Et pour cause. Donc nous allons mettre à la disposition des Congolais de la diaspora, je ne sais pas s'ils sont 20 000, selon les conditions que nous allons discuter ensemble, la carte ethnique du Congo. Si vous avez cette carte ethnique du Congo, personne ne viendra vous raconter des bobards. Vous dites, vous êtes de quelle ethnie? Ah, moi je suis Topoké. Vous êtes Topoké? Vous regardez, c'est une liste alphabétique. Ah tiens, les Topoké, ils sont là, parce qu'il y a même des coordonnées, hein, en abscisse et en ordonnée. Il y a des coordonnées pour que vous puissiez retrouver l'emplacement, la localisation exacte de ces ethnies sur l'immense territoire de 2 345 000 km². Cette carte ethnique sera mise à votre disposition, sans doute certainement avant la fin de cette année. Merci. Allez, Vanessa. Bonsoir. Bonsoir, maman Vanessa. Bonsoir, monsieur Kwebo. Ça fait plaisir de vous voir encore. L'autre fois, on a partagé le même panel sur le programme nucléaire du Rwanda. C'était formidable. Je suis content encore de vous voir aujourd'hui ce soir. Moi, je n'ai pas trop de questions, hein, parce que là, l'histoire de notre pays, on le connaît très bien. On connaît bien l'histoire de Banyarwanda. On connaît tout, en fait. Moi, ma question, et je n'ai pas de question, mais moi, je veux juste des solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que moi, j'ai l'impression, hein, pour moi, devant nous, je vois, on dirait, le gouvernement congolais. Eh ben, le gouvernement congolais se laisse un peu trop faire. Je vais m'expliquer, hein, parce que j'ai l'impression ils sont fatigués. Moi, je vois, on dirait, ils sont en train de collaborer avec ce genre. Parce que ça fait plus de 30 ans cette humiliation continue. Ça fait plus de 30 ans, ces gens, ils ont déstabilisé tout dans notre pays. Ça fait plus de 30 ans, ces gens sont arrivés, ils ont d'ailleurs volé tout le document que vous avez, le document sur l'histoire de notre pays. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Maman Zouzi Mbombo, hein, le ministre Maman, qui avait dit que voilà, ces gens sont arrivés, ils avaient pris tout. Donc, ils ont presque tout changé. Ils ont collaboré avec tout le monde à Kinshasa. Ça se voit parce que même dans de télévision nationale, de radio, tous ils sont corrompus. Hein. Devant eux, le Rwandais, pour moi, nous avons plus de nationalistes qui peuvent dire la vérité et dire ceci à ce peuple. Donc pour moi, je vais juste vous demander c'est quoi la solution. Moi je vois c'est juste il faut faire la guerre. C'est simple que ça. Parce que ça fait plus de 2 ans, ils sont là, ils sont en train de mettre en place leur administration en Kinyarwanda, leur ministre, on s'est laissé faire. Pour 2 ans, ces gens sont en train de faire n'importe quoi, ils ont tout changé. Donc je ne sais pas qu'est-ce que nous on attend en tant que peuple, gouvernement. Je sais côté de notre gouvernement, M. Kwebe, ils ne sont pas nationalistes. Moi je leur vois, ce sont des businessmen. Donc là nous entrons dans l'actualité. Ce n'est plus des questions d'histoire. Mais je ne vais pas éviter votre question par courtoisie. Vous êtes une maman, vous me posez une question sur l'actualité. Donc c'est une question d'histoire. Pour moi, la réponse est la suivante. Elle tient en un mot, mais c'est un néologisme. Ce mot, c'est débrassage. On a brassé, avec la complicité de la MONUSCO, des milices ethniques Tutsis au sein des FARDC.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Congo est un pays qui vit sous un régime d'occupation militaire. Pour mettre fin à cette occupation militaire, il faut entreprendre une opération de purge, c'est-à-dire de débrassage, identifier tous les officiers Tutsis et soldats Tutsis qui ont été injectés au sein des FARDC, les identifier, les mettre dans un avion à l'aéroport de Djili, l'avion décolle et l'occupation militaire se termine, ainsi que les guerres, les massacres, les viols. Donc, toutes affaires cessantes, il faut nettoyer les FARDC de toute présence d'officiers et de soldats Tutsis. Point barre. C'est par là que ça doit commencer. Voilà donc ma réponse à votre question. Oui, c'est ça. Que le militaire, on doit se préparer, vraiment, ça, c'est ça qu'on doit faire. On n'a pas le temps de parce que nous sommes en train de dormir là, ces soirs-là. La toute première opération, toutes affaires cessantes, nettoyer l'armée de toute présence d'officiers Tutsis et soldats Tutsis. Nettoyer de toute urgence, les mettre à la porte. Après, on verra dans les autres institutions. Dans le gouvernement, dans le Parlement, dans le Sénat, dans l'administration territoriale, dans la diplomatie, dans les services de renseignement, ceux-là seront ramenés chez eux au fur et à mesure. Mais d'abord, commencer par le nettoyage de l'armée, par le débrassage de l'armée. Et nous allons d'ailleurs accuser l'ONU, parce que c'est l'ONU qui est responsable de l'opération de brassage, qui ne s'est jamais fait nulle part au monde. C'est le premier pays, le Congo est le premier pays où l'on voit des milices armées ethniques être brassées dans l'armée nationale, avec tous les problèmes qu'on a maintenant aujourd'hui. Voilà. Très bien. Juste dernière chose, je voulais juste rajouter, monsieur le représentant, moi je sais pas, j'ai lancé cet appel. Hein, nous avons, je crois que c'est un professeur, hein, c'est un ressortissant du Kivu, c'est un citoyen du Kivu. Il est aux États-Unis, il sait très bien l'histoire du grand Kivu, il connaît très bien même le nom, les significations et tout ça. Tout ce nom vous voyez, Mulenge, Kivu, tout ça c'est en Kibembe, en Kinyarwanda. Oh, c'est pas en Kinyarwanda, c'est en Kibembe, en Fulero, en Nande, en Machi, il avait très bien expliqué. Si vraiment il est là. Oui. Ouais. Oui, monsieur. La vérité finira par éclater. Le temps de la vérité est arrivé, l'heure de la vérité a sonné, et les gens seront bien surpris. Parce que les propos que je tiens ici aujourd'hui étaient impensables il y a 10-20 ans. Exactement, exactement, parce que moi c'est que ma dernière question au Banyarwanda, et moi je viens de lire leur histoire, parce que je lis, on dit que ils sont arrivés au Rwanda vers le 13e, 14e siècle. Comment ça fait-il des gens qui vous venez de l'Éthiopie, et vous êtes venus vers le Grand Lac, 14e siècle, et vous venez crier, tous en public, tout le monde pour dire que voilà, nous sommes là au Congo, dès même la création du Congo, il y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Vous savez comment ça s'est passé? Lorsque les pasteurs nomades Tutsis, en provenance du haut plateau d'Abitibi, ont commencé leur migration vers l'Afrique du Sud, arrivés au Rwanda, ils ont rencontré les Bami Hutu. C'est eux qui détenaient le pouvoir, c'est eux qui détenaient la propriété foncière. Et comme les Hutus ne connaissaient pas les vaches, ils élevaient des moutons, ils élevaient des chèvres. Et voilà qu'ils découvrent les vaches Tutsis. Vous connaissez les fameuses vaches zébus avec des cornes recourbées. Ils étaient vraiment impressionnés par la présence de ces vaches et surtout par la présence de ces gens qui étaient parvenus à dompter ces vaches, ces animaux. Alors les Tutsis leur ont dit, mais non, n'ayez pas peur. Ces vaches, nous les avons dominées. Et si vous nous donnez un peu de terre, eh bien, nous vous donnerons ces vaches à élever. Nous deviendrons vos amis. Et c'est ainsi que les Hutus, en toute bonne foi, mais en toute naïveté, ont donné des terres aux Tutsis. Et les Tutsis leur ont dit, mais vous êtes vraiment très gentils, vous êtes très généreux. Non seulement vous nous avez donné des terres, nous allons également vous donner nos filles. Et les Tutsis ont commencé à donner leurs filles à qui? Aux Bami Tutsis, aux Bami Hutus. Avec comme consigne de ne jamais tomber enceinte des hommes Hutus. N'est-ce pas? Et donc, à un moment donné, l'ordre est arrivé, donné par les leaders Tutsis, aux femmes qui vivaient avec des leaders Hutus de les assassiner. Et elles ont empoisonné leur mari. C'est un poison lent. C'est le type de poison qui circule maintenant à Kinshasa, comme vous le savez. Aujourd'hui à Kinshasa, les gens ne prennent plus de la bière dans des bouteilles, dans des verres. Ça, c'est quand même extraordinaire. Les gens boivent à même la bouteille parce qu'ils fuient les poisons. Donc, les filles Tutsis qui avaient été admises dans les cours royales des Bami Hutus ont empoisonné leurs maris sont tombés malades. Et les femmes Hutus, des Bami Hutus ont fui. Les femmes Tutsis des Bami Hutus sont restées.
Et quand l'heure de la mort a sonné pour les Bani Hutus, les femmes, leurs femmes Tutsis l'ont demandé, vous allez mourir, à qui laissez-vous le pouvoir? Et évidemment, comme les femmes Hutus n'étaient plus là dans la cour, les Bani Hutus ont dit à leurs femmes, écoutez, nous allons donner le pouvoir aux enfants que vous avez mis au monde. Mais ces enfants-là n'étaient pas les enfants des Hutus, c'était les enfants que les femmes Tutsis avaient fabriqués avec des hommes Hutus ailleurs. Et voilà comment, à peu près trois décennies après l'arrivée des Tutsis dans les pays des Grands Lacs, ils se sont emparés du pouvoir. Ils sont devenus le maître de la terre et le maître du pouvoir politique. En Ouganda, même Museveni est un Tutsi, c'est un Tutsi. Même chose avec Paul Kagame. Le président d'Aïchili et le Burundais, c'est à peine seulement qu'il vient de prendre le pouvoir. Hein? Voilà comment ils sont arrivés et ils ont appliqué la même technique sur Mobutu. Je vous ai dit, la plupart des leaders du MPR, des patrons du MPR, parti État, avaient des maîtresses Tutsi. Je vous raconte une histoire. Un colonel qui est mort, qui était le patron d'une boîte au camp Kaouka, qui s'appelait l'Énigme, pour ceux qui s'en souviennent. Ce colonel faisait partie d'un bureau spécial autour du président. Eh bien, ce colonel m'a dit, écoute Kwebe, j'ai un ami qui est colonel, qui a une femme Tutsi, une deuxième femme Tutsi. Bon, il était un peu fatigué de la femme Tutsi, bon, ils ont fait 2 enfants, et pendant 6 mois, le colonel ne rendait plus visite à la femme Tutsi et à leurs 2 enfants. Et puis un jour, il est pris de remords, il est pris de scrupules. Il se dit, bah, c'est quand même ma femme, on a eu des enfants, je vais quand même aller lui rendre visite. Il prend de la bière, des poissons, de la viande dont il remplit le coffre de sa voiture, et il se rend chez sa femme Tutsi, après 6 mois. Quand la femme Tutsi a vu le colonel revenir, la femme Tutsi est tombée par terre en disant que c'est de sa faute à elle. Le colonel était totalement stupéfait. Le colonel ne s'attendait pas à voir la femme Tutsi prendre tout le tort sur elle et dit non, c'est de ma faute à moi. Si vous m'avez quitté, c'est parce que je ne suis pas propre ou bien je ne vous aime pas, tout ça. Excusez-moi, je ne ferai plus ça. La femme Tutsi demande pardon à son mari qui l'a quitté pendant 6 mois. Alors dites-moi, monsieur, dites-moi mes amis, une femme comme celle-là, elle devient la grande complice du mari. Voilà comment il nous attrape. Et ça, c'est un des colonels qui était le propriétaire du bar Énigme à Oussar, au camp Kaouka, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Énigme. Voilà comment ils opèrent. Voilà comment ils nous attrapent. Merci. Merci, Papa Kobe. On va continuer avec nos jeux de questions-réponses. Je me suis perdu. Je ne sais pas si c'est GESAC ou Congo. Vraiment, je me suis... Bon, on va prendre... Merci beaucoup, le représentant. Moi, je descends. Merci, monsieur Kobe. Bonne soirée à tout le monde. Je crois que je n'ai pas encore parlé de ce Ok. Merci beaucoup. Mais merci, Vanessa. Merci. Vanessa porte la coiffe des Mangbeto, des agents de Mangbeto, cette coiffe-là. Non, moi je suis Mobo, de la province orientale. De Titoulé. De Bouddha. De Bouddha. Ah, oui, Mobo. Ouais. Alors, Gisèle. Merci. Gisèle Kilé. Monsieur qui a porté le bébé. Bon, il ne répond pas. Congo n'a terminé. Oui, bonsoir. Bonsoir, Rako. Il y a une question que je posée par rapport au président Chobaleka qui a posé quand il a tout qui Papa Félix a mérité mausolée dans le Congo. D'après Ngai, non. Et bilan Nini, quel exploit, quelle loi il a laissé dans le Congo, quel exploit il a accompli. Oh, il y a des gens qui méritent que papa bâtit les mausolées, bâtit les nains, bâtit les mausolées. Je ne vois pas. Papa, ça combo d'ailleurs. Je ne vois pas. Quel est le bilan? Il y a action, il y a Étienne. Tu sais, il a fait Étienne Tshisekedi. Il a occupé tous les postes, toutes les fonctions, jusqu'à celle de Premier ministre, même si il a un peu gâché la chose. Yo, Ozali, on dit qu'il est juriste, très bien. On lui demande de signer un document. Il rature le document et il le signe, en sachant très bien qu'un document raturé comportant des ratures n'a plus aucune valeur juridique. Ceux qui ont raturé le document, au coquille qu'on signe, on les sous-sauté. Voilà ma contradiction, ma paradoxe, maintenant de la haute politique. Voilà. Donc moi, j'estime qu'il n'a pas droit, n'a pas honneur ou n'a pas social d'ailleurs. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a laissé comme loi qui porte son nom, ou bien comme une école ou une université, ou je ne sais pas ce qu'il a laissé à la population.
Les lobos sont les réseaux sociaux. Le Kasaï oriental, je ne suis pas d'accord avec les subdivisions administratives au Yazaras Roubero Salaki. Et vous remarquerez d'ailleurs que n'a pas subdivision, n'a pas réforme administrative territoriale à Yazaras Roubero. Toutes les provinces ont été concernées, sauf le nord et le sud Kivu. Comme par hasard. Vous savez pourquoi maintenant? Parce que le nord et le sud Kivu, c'était pour eux les Tutsis, pour Bassala Tutsi Landabango. Voilà pourquoi le nord et le sud Kivu n'ont pas été démembrés, comme toutes les autres provinces du pays. Ah oui, c'est vrai. Ça, je n'ai jamais pensé à ça. Ah ben oui. Ah, vraiment. Le nord et le Kivu Sud n'ont pas été divisés, n'ont pas été démembrés. Toutes les autres provinces ont été démembrées. On est passé de 11 provinces à 26. Sauf le nord et le sud Kivu, qui sont restés entières. Hein? On sait vraiment faire voir les Congolais, hein? On sait vraiment faire voir. Mais vous, on sait faire voir, évidemment. Hein? Représentant, la deuxième question à poser. Les gens-là ne sont pas au Congo pour nous. Ils sont venus au Congo pour la cause de leur ethnie. Ça, la Tutsi, c'est-à-dire le foyer national de Tutsi. Au dépend, il y a Congo, c'est-à-dire l'ancien district de Haut-Katanga, le nord Kivu, le sud Kivu et une partie du Maniema. C'est ça les frontières du Tutsi-Land. Et la carte du Tutsi-Land est déjà distribuée dans les chancelleries à Onapoto. Ils ont déjà, Bakabola déjà la carte Yanania Tutsi-Land Nabango. Depuis 1972 que cette carte existe. Pendant ce temps, on attend Mobutu, on s'amuse, Bango Bazo Sala Mosala Nabango. Donc, merci. Deuxième question, Congo. Ouais, venez poser sur Kanga Kamara Mozolé. Dans la présidence, je suis sur Baliki. Nan Oyo, il a dit que vécu dans tous les présidents sur le Congo. Nan Oyo a mérité Mozolé. Pour monter mérité Mozolé, il faut ça la Nine dans Congo, pas mériter Mozolé. Merci. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne doit. Pouvoir les alliés à la politiciens, pouvoir il fallait Bazong Sango dans la chef coutumier. En 1960, le 30 juin, il fallait Bazong Samabélé, Bazong sa souveraineté, Bazong sa indépendance, Bazong sa droit dans la liberté, dans la chef coutumier, qui les avait perdus le 26 février 1985. Mais Botala d'ailleurs. Les partis politiques congolais qui ont pris l'indépendance en 1960, ils ont tous disparu. Les partis politiques congolais qui ont confisqué l'indépendance ou Bazouak indépendance il y a 66 ans, il n'en existe plus un seul. Bango Nyon, Babunga Bakufa. Donc ceux qui ont pris l'indépendance n'existent plus. La BACO de Dani Joseph Kassabou, ils ont sous-souté. Le MNC de Lumumba, ils ont sous-souté. Le PSA de Gizenga, ils ont sous-souté. Le PNP, les Badoubakat, la CONACAT, Nyon Sowana, tous les partis politiques au Bakeniki, la table ronde à Bruxelles du 20 janvier au 20 février 1960. Parce qu'il y a qui chasse à l'indépendance. Pas l'indépendance, on va voir la chef coutumier. Tous ces partis politiques qui ont pris l'indépendance, les lots aux alliés le 20 août 2026, tous ces partis politiques ont disparu des radars. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Ils nous ont laissé les problèmes que nous gérons aujourd'hui. Parce que ceux qui ont pris le Palestinien, au moins ils ont des bandes de Gaza, ils ont les Palestiniens, surtout nous qui sommes de la diaspora. Mais non, mais si vous n'êtes pas d'ici, qui parle encore de la Yougoslavie? Il faut que Banesikawana. Franchement, j'ai peur. Bon, on va prendre Rocabols. Après Rocabols, Papa Kwebe, j'en profiterai à Audience Tozanango. Je pense qu'on est plus de 1000 parce que là, connecté, on est presque 600. Bon, déjà, avant Rocabols Azwa, peut-être pour les gens qui viennent d'arriver. Papa Kwebe, Nazo Tunayo, question, réponse directe. Pas question avec des explications sur noté le Rwanda a été créé 20 ans bien avant le Congo. Vrai ou faux? Vrai. Ok. C'est sûr que il n'y a aucun peuple Tutsi ou Hutu n'a jamais été connu ou bien reconnu nation congolaise. Non, Bazaté. Bazaté. C'est sûr que reconnaissance officielle, il y a Congo, c'était en 1885, le 26 février, officiellement. C'est ça? La date de naissance du Congo, mais nous n'avons jamais commémoré. Oui, la date de naissance. Je parle de la date de naissance du Congo, mais nous ne l'avons jamais commémoré. Ok, donc c'était le 26 février 1985. Ok, dans autre une question qu'on a réfléchi si na panel nani état ya panel. Alors au lobby n'a que le Rwanda a été colonisé par les Allemands. Affirmatif.
qui n'a rien à voir avec notre pays. Non. Oui, c'est sûr que Starley, à même qui plaît à Congo, donc c'est-à-dire, non, Congo, pas tous à la bonne compréhension, en Allemagne, les Allemands n'ont pas voulu du Congo et a créé non, les Anglais n'ont pas voulu du Congo. Aucun pays n'a voulu du Congo, aucun. Ok. Les Anglais qui ont financé le voyage de Stanley, tant Stanley a zongi dans ma belé, après ça, on a anglais, baboyi. Et c'est pour cela que le Stanley est allé proposer les terres au roi Léopold II. Et en créant personne ne voulait de ces terres-là. Parce que ce sont des peuples sauvages, ce sont des anthropophages, c'est l'Afrique des ténèbres. Personne n'a voulu. Bon, Sundoli m'a dit on a roi Léopold II. Débrouille-toi avec ces terres-là. C'est par là, pardon. C'est par là qu'on crée AIA. Donc AIA, et c'est là qui procédure, il y a le pôle 2 pour être Aya Kondima, Aya Kondima, ma belle, il y a Oyom Nani Standard Memaki. Donc Association internationale africaine, AIA. Très bien. Tango ba memeli ma belle nanani na roi nanani na Standard. Alors bi ngai pona zo ma belle wana ko ba reconnaître ma belle wana iko ma yangai. Donc on parle de l'association internationale africaine. Avec des buts philanthropiques et humanitaires. Contre l'esclavage, pour lutter contre les maladies, avec des buts scientifiques, pour la carte géographique, n'est-ce pas? Il y a Afrique centrale et ainsi de suite. Ok. AIA. Papa Kwebe, c'est là. Dans le mec qui nous peut s'engager la réponse, qu'on compte en explication. Après AIA, il faut créer AIC. Na kati ya AIA, oui. Donc, ils ont une section. Na kati ya AIA, ça dit section moko, comme on a AIC, Association internationale congolaise. Là, nous sommes en 1879. Oui, voilà tout. C'est entre 1879 et 1885. Donc, pendant les 6 ans qui précèdent la conférence de Berlin, il y a le pôle de Azo, bon, ça m'a cabounaillé. Babylon, on a AIC, na AEC, na EIC, et qu'on demandait dans la conférence de Berlin. C'est là. En 1930, non, ça c'est autre chose. EIC, c'est-à-dire État indépendant du Congo. C'est là où le roi Léopold II a écoué Mabélé Nabiso comme propriété privée. Voilà. Là, c'était. Voilà. Ok. Et alors, officiellement, lorsque Baeko criait Congo, et je répète encore ma question, il n'y avait aucun peuple Tutsi ou Hutu dans le sol congolais. Mais non, puisque le roi Stanley n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Stanley n'a jamais mis les pieds au Rwanda. Il n'a jamais combattu il n'a jamais pris des terres ou des populations rwandaises, puisque le Rwanda était déjà devenu une colonie allemande. Nani Muto Yazaki Nanguya, Namakasa Kelubunda, avec les Allemands dans le Rwanda, pour te la population. C'est impossible. C'est impossible. Aucun États-Unis, aucun américain, c'est impossible. Olobi, question à Souk avant que ça poser ma question. Olobi, la grande puissance allemande avait au moins 20 pays africains, sauf les Congo, c'est-à-dire Togo, Cameroun, Tanzanie, Rwanda, quoi d'autre? Bamsou n'a comment quitté. Namibie. Donc parmi ce pays, le Congo ne figurait pas. C'est une colonie africaine d'Allemagne que l'Allemagne a perdue après sa défaite à la Première Guerre mondiale. Donc après en 1918, alors bateau yo balonga qui Allemagne, c'est-à-dire la France et l'Angleterre, ba botolier ma belé ba colonie allemande, ba kaboli entre ba français na ba anglais, ba kaboli ba colonie allemande. Sauf le Rwanda et le Burundi qui étaient des petits pays, ba pays ça on a Belgique pour gérer comme puissance de tutelle. Très bien. Dernière question. Au Lebel Ipisso, on peut reconnaître un Congolais qui par sa langue, groupe ethnique et le sol. Exact. Ce sont les 3 identifications. Le Congolais est identifié par 3 critères. Critère d'appartenance à une communauté ethnique, critère de parler une langue et critère d'avoir une terre. Et les 3, on porte le même nom. Et à la Mabélé, et à la communauté Nayo, et à la langue, tous les 3 ont le même nom. Or, les Banyamulenge, il n'y a pas de Kinyamulenge. La langue Kinyamulenge n'existe pas. On a tous les Banyamulenge, Bazali, descendants, il y a Tutsi venant de l'Éthiopie. Non, de l'Éthiopie. Non, pas de Banyamulenge. Les Tutsis sont des descendants des Tutsis, venus d'Éthiopie, des pasteurs nomades. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez par exemple les Mbororo du Tchad. Par exemple, votre avis, les Mbororo du Tchad sont en train de confisquer nos terres à Kisangani. Encore des pasteurs nomades. Donc, les Tutsis, leur origine, c'est le haut plateau d'Abyssinie en Éthiopie. C'est de là qu'ils viennent. Mais comme on a empereur romain Flavinius Titus, parce que l'empereur romain Flavinius Titus est venu en Abyssinie recruter des mercenaires noirs qu'il a intégrés, qu'il a enrôlés dans l'armée romaine au 1er siècle après Jésus-Christ. Au 1er siècle, la ville de Jérusalem.
La ville de Jérusalem, comme Jésus l'avait d'ailleurs annoncé. Alors, il ne restera pas une pierre sur pierre dans l'église, dans le temple. Jésus l'avait déjà annoncé, il avait déjà prophétisé. Et cette prophétie sera accomplie grâce notamment à un mercenaire abyssinien, empereur romain. Flavius Titus Ayaki sur les hauts plateaux d'Abyssinie. Tant que Flavius Titus Yakoufi, on a libéré les mercenaires noirs, et comme ils ont appris le maniement des armes et la technique de conquête des États, c'est ça qu'ils appliquent jusqu'à aujourd'hui. Ils veulent conquérir maintenant l'État congolais. Merci. De là. Merci. Rokabos Azozo à parole. Au lobby, le seul moment où le Rwandais a pénétré nos terres, c'était en 1930 parce que l'État belge, les rois belges avaient besoin de main-d'œuvre. Oui, à Bengi Bango, mais ce n'était pas seulement que les Rwandais, il y avait les Rwandais, les Burundais et les Ouest-Africains. Pourquoi les Ouest-Africains? Parce que à l'époque, nous n'avions pas de mécaniciens, des chauffeurs congolais. Bon, alors, comme ce sont des pays qui avaient été colonisés bien avant par les Français, les Belges ont fait venir de la main-d'œuvre à côté. Mais les Rwandais, le Burundais, dans les plantations de café, de quinquina, de thé, dans les usines. Mais ils signaient un contrat avec les sociétés belges au Congo qui stipulait que, ils gardaient leur nationalité parce que c'est ça que la Société des Nations avait imposé comme condition. Société des Nations à Belgique. Le Rwanda et le Burundi ne sont pas vos colonies. Vous n'avez qu'une seule colonie en Afrique qui s'appelle le Congo belge. Les Rwandais et le Burundais que vous prenez, vous n'allez pas les intégrer dans votre population. La terre du Rwanda et du Burundi ne doivent pas entrer dans la terre du Congo. Donc les Rwandais et le Burundais qui viennent au Congo belge, que ce soit les Hutus ou les Tutsis, gardent leur nationalité rwandaise et burundaise et gardent leur appartenance ethnique Tutsi ou Hutu. Voilà, c'était bien stipulé. Donc ceux qui ici, au Zongi, au Rwanda, ou bien à Burundi, ou bien à Gabon, ou bien à Sénégal, ou bien à Mali, je ne sais pas. Mais vous ne restez pas. Mais malheureusement, Rwanda et Belé, ça s'appelait Congo belge et Rwanda et Burundi. Ils sont d'immigration belge. Très bien, merci. Rokabos, tu as la parole. Merci. Merci les représentants. Bonjour, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir spécialement Papa Kwebe. Bonsoir. Merci beaucoup de votre présence encore parmi nous pour nous donner ce cours d'histoire. Ma question, elle est celle-ci. Qu'est-ce que le peuple congolais doit faire et qu'est-ce qu'il doit arrêter de faire? Et qu'est-ce que le politicien congolais doit faire et qu'est-ce qu'ils doivent arrêter de faire? Essentiellement les dirigeants, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas innocent par rapport à cette situation. Quelque part chez nous, il y a des traîtres, il y a des complices, il y a de... Quel comportement on doit adapter pour éviter cette situation à l'avenir? Là, c'est la première question. Après, il y aura une deuxième. Ok, mais c'est une question assez vague. Il y a 100 millions de Congolais. Que voulez-vous que je puisse dire aux 100 millions de Congolais? Mais je ne vais pas esquiver votre question. Les Congolais doivent d'abord apprendre leur véritable histoire. Ça, c'est la première chose. Qu'ils apprennent leur véritable histoire. Et à la Congolais, et surtout leurs dirigeants et leurs officiers. Histoire d'Abisso. Deuxièmement, le Congolais doit savoir que l'indépendance de 1960 aurait dû être restituée dans Bakolo Mabele, dans Bachef coutumier. L'indépendance de 1960 aurait dû être restituée dans Bachef coutumier. Troisièmement, entre l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, et la naissance du Congo, le 26 février 1885, Bisso Tobosana date Yambotama Yambokana Bisso, et nous avons mis en avant la date où nous sommes émancipés de la tutelle belge. J'ai posé la question tout à l'heure. Le jour où nous avons quitté le toit parental, l'aurait pas parents, Baboti, Tokomi Kufanabiso Moro, Tokomi indépendant, Tokomi émancipé. Qui se souvient du jour où il a quitté le toit de ses parents? Et pourquoi nous avons oublié la date de naissance de notre pays? Tokomi Kakopé sa priorité la date d'indépendance. Voilà Mbeba et Banda. Il faut commencer là. Nous devons accepter que le Congo est né le 26 février 1885. Nous allons maintenant restituer date. Depuis 141 ans, nous fêtons l'anniversaire de la naissance. Donc tout est faux. Donc tout est faux dans Mbokana Bisso depuis 66 ans. Voilà parce que nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas la véritable histoire du Congo. Parce que nous avons commis des erreurs mortelles en privilégiant l'indépendance, en oubliant la date de naissance du Congo. Parce que nous avons oublié que quand l'indépendance, la souveraineté et les terres du Congo ont été confisquées par le Stanley, Mobutu n'était pas encore né, Lumumba n'était pas encore né, Kasavubu n'était pas encore né, ceux que vous appelez les pères de l'indépendance. Mon côté à Botamaka à l'époque.
n'est-ce pas? Les partis politiques n'étaient pas encore nés. Les premiers partis politiques au Congo sont nés à partir des années 1957-58. Ils n'avaient donc rien à voir avec la terre, l'indépendance, la souveraineté. Makamone est talibangoté et taliban chef coutumier. Et les chefs coutumiers, depuis 1885, Tilelo Yobayali, leurs descendants sont là, dans Tunibino. Où sont partis les partis politiques qui ont pris l'indépendance en 60? Il n'en existe plus un seul. Il n'y a plus un seul parti politique vivant parmi ceux qui ont pris l'indépendance il y a 66 ans. Alors que les chefs coutumiers sont toujours là. Mais pourquoi tu as Mabélé? Pourquoi tu as indépendance? Pourquoi tu as souveraineté? Aujourd'hui, on parle du débat sur la Constitution. Mais enfin, mais la vraie Constitution, ce sont nos lois et nos traditions, nos coutumes. La Constitution, il n'a rien à voir avec nous, rien du tout. Et elle a été fabriquée, publiée pendant un régime. Il y a Tutsi, Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui était président. C'est un Tutsi. Ça, c'est un. De deux, commandant Hippo à Kedawan. N'a pas parlé de Bélé. Celui qui est venu au Congo avec l'AFDL le 17 mai 1997, ce n'est pas Joseph Kabila, c'est le commandant Hippo. Le commandant Hippo à Kendawak. Et c'est lui qui a pris le pouvoir dans Babomi, Laurent Désiré Kabila, en janvier 2001. Le commandant Hippo est Baboma en 2008 et il a été remplacé par son jumeau, Joseph Kabila. Le commandant Hippo, c'était Hippolyte Kanambe. Oh, il connaît Joseph Kabila Kabange. Quand je pose la question, oh, c'est la même chose. Mais non. L'un s'appelle Hippolyte Kanambe. Mon souci, comme on a dit, Joseph Kabange. Mais ça, qu'est-ce que nous avons à la place du cerveau? Bongo, on a vu à Babonobo, ou bien à Banani. Nous ne sommes même pas capables de voir qu'il y a deux personnes différentes. Babomi, chef d'État, va remplacer Namoto Soussou. Reculez, monsieur, il n'y a rien à voir. La deuxième question. La deuxième question, ça ressemble un peu à la première question, vous allez m'excuser. Entre l'ennemi externe, parce que nous, on a des ennemis externes et des ennemis internes. L'externe, on a le Rwanda, Ouganda, OTAN, Union européenne, tous ces gens-là. L'ennemi externe. Maintenant, l'ennemi interne, nos dirigeants, parce que Félix, d'ailleurs, a été nommé, il n'a pas seulement triché, en 2018, il a été nommé via un deal qui fait qu'on arrive dans cette situation où nous sommes aujourd'hui. On le voit travailler avec des équipes de Joseph Kabila. On a même l'impression que cette armée est toujours dirigée par James Kabarebe ou Kabila ou par des étrangers, sachant qu'on a des infiltrés, des ennemis que l'on garde chez nous. Est-ce que le débrassage dont vous avez parlé tout à l'heure sera possible? Si ça sera possible, comment exactement? Bien, Rocabol. Nous avons au sein des FARDC des brevetés d'état-major. Nous avons également des techniciens d'état-major. Des gens qui ont été formés, Mamoussous na Sanders en Angleterre, Mamoussous na Saint-Cyr en France, Mamoussous na Belgique, l'école royale, Mamoussous na Fort Bragg, aux États-Unis. Mais, opération est toujours on a des brassages. Mais c'est comme si tu demandais à un professeur d'université de dire, monsieur le professeur, 1 plus 1 égale combien? Mais c'est une opération élémentaire. Élémentaire. Il y a des spécialistes pour ça, ce n'est pas vous ni moi, mais il y a des spécialistes qui sont là, qui ont été formés. Je vous ai cité les noms des grandes écoles militaires. Mais la décision doit venir de politiciens. Est-ce qu'ils vont décider comme ça? La décision de cette opération? Oui, il manque une volonté politique. Voilà. Merci. Roka, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. N'a passé message. N'a pas camarade au bazar numéro n'a WhatsApp. Parce que dans mon combien on message dans WhatsApp. WhatsApp n'a déconnecté pour l'instant. Dans ça qu'on exprès pour la live parce que j'allais vraiment, j'avais souhaité d'être concentré surtout dans l'histoire Yako. Donc tous les messages que vous obtenez dans WhatsApp, nous allons recevoir et ils ont pas à peine écranté. Donc voilà. Alors c'est, je pense, Elisabeth. En tout cas, merci beaucoup, messieurs représentants. Papa Kwebe qui pele. Papa Kwebe, bonjour, bonsoir. Bonjour, maman. Bonsoir, maman. Ngai na yebio bien parce que. C'est pas la première fois que je ça va, nazala toujours na plaisir que yakoyoka yo vraiment. Et là, liboso na lingina tu na yo, ezali na nous par rapport il y a nationalité congolaise parce que tozali koloba likambo wana ya nationalité congolaise et puis na ndenge mama topoki azali koloba sur l'histoire ya Congo belge na Rwanda rundi yo yebi batu na wana bazali batu ya lokuta ya wenge liboso ba memelaka biso ba billet moko boye ya banque ya bacha effigie ya danse ya bashi na ba danse otobenga ba danse ba Rwanda et puis ba komi Congo belge mbongo wana sikoyo balobi ke wana baso koloba bazali koloba balobi ke tozalaki eloko moko
tozalaki eloko moko tozalaki peuple moko sikoyo balobi la tozwaki nationalité bango oyo baseretufaki na Congo bazalaki déjà bazwaki mpe nationalité belge soki nalandelaki yango nasali barecherche na nga naye komona ke constitution na biso ya article 10 ezokokende kaka na biloko wana être congolais la personne qui se retrouve à la territoire du Congo avant 1960 donc bazokolandela histoire wana question na nga nalingi na tuna juridiquement tozalaki bacongolais te tozalaki kaka baindigène de Congo belge est-ce que toyaki kozwa nationalité to tozwaki indépendance na ndenge ya juridique to tozalaki kaka baindigène Congo belge babelge bango moko nde mutu bazalaki kozala na nationalité ya Congo oyo balobi ils avaient que 100 congolais 100 expatriés oyo bazalaki na nationalité belge juridiquement c'est un peu long quoi je sais pas si ok maman Elisabeth merci beaucoup j'ai compris na ebandeli ya émission na lobaki boye la réponse à la question de la nationalité congolaise est indissociable du processus de formation de l'État indépendant du Congo. Dans le cas où Zalaki n'a noté. Ce qu'on a d'accord, émission de Bandelinango Penzande n'a pas ça qui est Yano na Mutuna Nayo. La nationalité congolaise existe depuis 141 ans. La nationalité congolaise existe depuis 141 ans. Mais Bikolo na biso bato poké bayansi baluba basonge batetela nous existons depuis avant 1885. Les alliés date mbotama ya mboka na biso. Date ya mboka na biso to fetaka yango te. Donc et on est kota mbilinga mbila na mutu na biso. Makambo ya Congo belge et Rwanda Burundi. Ezalaki Congo belge et Rwanda Burundi. Elingi koloba ete Rwanda Burundi ezalaki belge te. Autrement de balinga babenga biso Congo et Rwanda Burundi belge. Ozo yoka. Balinga babenga biso Congo et Rwanda Burundi belge. Les alaki ndenge wana te, c'était Congo belge et Rwanda Burundi. Donc Rwanda Burundi ezalaki belge te. Mais pour la facilité ya administration pour Pesaka Rwanda Burundi na gestion na Belgique na 1919 tango Allemagne balongi na bitumba ya première guerre mondiale babotoli ba colonie na ye et le Rwanda et le Burundi étaient des colonies allemandes. Donc babotoli Allemagne ba colonie na ye ya Rwanda na Burundi, la Tanzanie, le Namibie tout ça na lobaki yango awa. Mais pour na Rwanda na Burundi comme ezaki bamboka mike ba français ba linyango te ba anglais ba linyango te ba bon donc pesa na Belgique. Yo belge comme le tata mobokoli papa mobokoli ya Rwanda na ya Burundi. Mais population ya Rwanda na Burundi mabele ya Rwanda na Burundi kosangisa yango na population na territoire ya Congo belge te. C'est inscrit en toutes lettres dans le statut accordant le mandat de la Belgique sur le Rwanda et le Burundi. Donc, travailleurs immigrés à Rwanda na Burundi bayaki panabiso à partir de 1930 dans le cadre de la mission immigration belge. Panabiso parce qu'on avait une pénurie de main d'œuvre au Congo belge. Bayoko sala na bilanga ya café, il y a ba quinquina, il y a ba thé, bazoko sala na ba usine et tout ça na ba plantage. Na ba usine qui na ba mine. Hein? Ba vidéo yali. Bazako ya ba signé contrat avec des sociétés belges. Na contrat wana soki contrat na yo ici ozongi na mboka na yo. Contrat na yo ici ozongi na mboka na yo. Et ça se passe comme ça partout dans le monde. OK? Mais il n'y a pas na Congo mabele oyo etangami que les alliés mabele à Batutsi. Maman, nga nazali awa na Belgique, naza moyansi. Il y a beaucoup de bayansi ici en Belgique. Est-ce qu'il y a des bayansi belges? Est-ce qu'il y a des balouba belges? Non. Bisa en Belgique, ça dit ceux qui 10 000, ceux qui 20 000, tout ça na mabelité. Et pourtant, tout ça na nationalité. Nous avons la nationalité belge. Même tout ça na mabelé na Belgique. Vous pouvez avoir des Tutsis d'une façon ou d'une autre qui ont acquis la nationalité belge, la nationalité congolaise. Mais les Tutsis en tant qu'ethnie, baza na mabelé na Congo té. Je ne sais pas si les gens remarquent une différence. Ce n'est même pas une nuance, c'est une différence fondamentale. Oui, oui. Voilà question à Liboso. Il y a mis Balen à l'Ingagina Tuno récemment dans les Siko. Parce que ceux qui ont lobby État dans Bisso Zali Congo, dans minute, oh papa, comme équipé les salons Dominique de Villepin, Ngai Aloba Kana. Na journaliste na bango alobi ndenge nini balongoli ba journaliste ba groupe onisienne ba bengani bango ba bengani pe batunyo surtout bango moko batikali est-ce que eza malam en tout cas Dominique de Villepin a yebisaki bango boa alobi osoko bomoni état moko et que plus de 10 ans plus de 5 ans et que force ya onisienne ya MONUSCO et wumeli wana bakomi na occupation et puis soko moni rébellion baza na rébellion to rébellion les allait soutenir par les voisins
mboka wana eza susu mboka te. Donc il faut que bazui président pour bazwa indépendance na bango, il faut ba bengana rébellion wana ba bengana pe MONUSCO. Mais si ko papa ko bekipale mboka na biso eza na MONUSCO 18 ans ya Kabila MONUSCO avanda wana Félix ye wana pe azali mboka na biso tozana ba rébellion na ya Uganda bavandi na Bunya, bavandi na Ituri, bavandi na Mambasa, mboka na biso officiellement ezali occupé na M23 o ezali armée rwandais, ils ont représenté na ba Congolais. Félix Tshisekedi avandi na Kinshasa. Est-ce que mboka ngo ya biso ezali vraiment mboka oyo pays oyo ezali autonomie tozoko bundela ngo parce que moko boye ezali lokola mwasi libala basi ba bengani yo mais ozozela basa la divorce mozo lenga yenga parce que ba kokipe ko koloba na ona juge ke bimana ndako wana pona divorce za prononcé. Est-ce que vraiment Congo wana pena la minute au psycho yo pena ndenge to loba sika maintenant tout de suite là eza pena ya biso? Est-ce que Félix pena za président? Est-ce que vraiment nous les Congolais on peut se dire que nous sommes des Congolais avec cette situation? Vraiment papa ko équiper les gens na ko yeli na ko pesa de réponse moko oyo na pesa te na ba panel. MONUSCO ayaki na Congo te pona biso po atia kimia azongisa bondeko azongisa tranquillité. Non, MONUSCO batindi ye na Congo pona nini? Po ete abatela partage ya Congo entre les différents créanciers. Ce que ça on a des bandeli. Alors que le Congo appartient aux anciens créanciers du roi Léopold II. Donc Mboka na biso a enrichi. Donc oyebi que nani Mboka na biso a zongisi nyongo ya roi Léopold II 4 fois. Notre pays a enrichi le monde entier. Mais maintenant, à cause de la mauvaise gestion, à cause de la rébellion, il y a la sécession, le Congo n'est plus rentable pour les créanciers qui sont les vrais propriétaires du Congo. Le Congo n'est plus rentable pour la Bango. Alors, comme Congo, mon bon Bango, ils ont dit ça sur son bon côté, tout ça, la nini, tout Kabola Yango, montre la moto, qui est dans la éteigne à Congo. Alors, pour être tout bundate, tout noir, tout soinate, tout tinda, MONUSCO qui va, nani, surveiller le partage. MONUSCO azali na Congo mama pour na combattre là bokabona ya Congo comme ça makile tangamini était parmi les gens qui viendront prendre les morceaux du Congo. Voilà la présence de MONUSCO depuis 20 ans. Ayaki pona kimate na Congo. OK? Mais ba Congolais ba yebi makambo wana te ignorance. Mutumoka lobaki makambo ya nani awa ya banani ya ba Congolais oh ce sont des ennemis intérieurs. Non, ce sont des collabos. Baza ba collaborationnistes. D'autre part nazio ka makambo ya nani ya ba rébellion. Le M23 n'est pas une rébellion congolaise. C'est une milice armée Tutsi. L'AFD les Alaki milice armée Tutsi. Le RCD Goma c'est une milice armée Tutsi. Le CD Anani Nkuda Batware c'est une milice armée. Mais biso tozo bossa na même ko benga correctement muto yo aza ko bomayo. Nous ne sommes même capables de qualifier correctement ba mouvement wana tozo benga ba rébellion. Eza ba rébellion te mama. Ce sont des milices armées ethniques Tutsi. Donc makambo ya nani ya Villepin alobi meza ya solo. Complot ya monene ezali po ete bapanza Congo. Congo, c'est-à-dire les créanciers du roi Léopold II. Bakabola moto kamateteni. Créancier à France, il y a l'Allemagne, il y a Angleterre, il y a les États-Unis, il y a Eteni, Mboke Panzani. Mais pour nous comprendre, on a des bâtiments qui MONUSCO pour nous. Mais Mboka wana Congo et Panzana le Congo est un pays béni. Les frontières du Congo, ce sont des frontières naturelles, donc des frontières divines. Mon côté à Panzamboka wana, ils vont se casser les dents. Ça là, c'est Soudan. Soudan, au bout de 2 ans, Soudan est Tanzanie, hein. C'est comme ils sont dans le sud. En fait, merci. Maman Elisabeth. Mais pas d'habitude, ça fait plus de 30 ans. Va donc cocater. Rébellion, nani, mouvement wana sur M23 milice armée wana, d'abord tout eko panzane kokufa. Eko simbate. Eko simbate. Mboka wana eko panzanate. Mais to soki makila mingi, to futi impôt ya makila. Ozomona. Donc bateau ba été il y a des tout congolais. Ba volcan wana nirango mona nyamuragira mama. Un c'est 4 matin. Volcan wana eko telema eko silika pour aller ko bomanani ko boma Rwanda. Ce n'est même pas nous qui allons faire du mal de tort au Rwanda. Ce sont les volcans. Pour na mabe basali pa na biso. To yabi bango na bondeko, na boboto. Pour protéger bango. Donc voit ici bango. Aujourd'hui, ils nous assassinent, ils violent nos femmes et nos filles. Maintenant, ils veulent nous confisquer nos terres. Vous croyez que vraiment justice divine est athée? Justice divine, maman est allée. Et les Tutsis paieront ça très cher. Oh, il y a qui bango na les coquité. Ce qui va au bamona qui dans 94, c'est rien par rapport à ce qui va leur arriver plus tard. Pour na mabe basali biso, on a ingratitude basali biso. Donc, Mboka wana Congo, malgré ma propos pessimiste à Dominique de Villepin, et qu'on panzanate. Tout ça.
Voilà. Merci beaucoup, maman Elisabeth. Chère amie, beau tapoter live. Tozo, déjà qu'on s'est dirigé presque vers la fin, mais beau tapoter parce qu'il y a encore beaucoup de demandes. Je vais essayer de voir non, encore quelques personnes. Bon, papa Kwebe, quand bien même qu'ils ont Maro, question naïe, mais on a tout une autre question parce qu'il y a comme une confusion et le lobby. C'est vrai qu'il y a deux buts à émission, ça fait déjà près de 4 heures Tozo d'émission parce que c'est là qui est exposé à presque 1 heure, bah nous va faire tranquille et voilà pourquoi la soirée qui va note. Mais autre qu'on répétait le comment ça m'était échappé au début à exposition. Et merci beaucoup la maman Elisabeth. Expliquez-moi bien. Yoka Mutuna Nanga. Au lobby que la nationalité congolaise a existé depuis 141 ans. D'accord? Bon, si ça existait depuis 141 ans, donc je pense que ça a déjà un siècle et demi, un peu plus. Non, un siècle et demi, oui, parce que ça 50 ans presque. Maintenant, à cette époque-là, on appelait les Congolais, on les appelait qui? Avant 1825. Non, au lobby, la nationalité congolaise existe depuis 141 ans. On les appelait les indigènes congolais. Les indigènes congolais. Ah. C'est-à-dire, un indigène, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est propriétaire du sol sur lequel il est installé. D'ailleurs, il y a Fonds du bien-être indigène. Je ne sais pas si les gens s'en souviennent. Fonds du bien-être indigène. Nous étions des indigènes congolais. Jusqu'à l'indépendance. Nous sommes indigènes congolais. Donc, Mokabiso existe, la nationalité congolaise existe depuis 141 ans et 5 mois. Mais nous n'avons jamais fêté la date indépendante. Oui, ça moi j'ai compris. Non, papa Kwebe. Moi à Congo et dans moment ni. Moi à Congo parce que avant 1825, il y avait 16 empires et royaumes. Parmi ces royaumes, il y avait le royaume Congo, dont la capitale se trouvait à Banza, Congo. Oui, tu l'avais dit au début. Oui, c'est vrai. Ok, San Salvador. Bah portugais bah yaki wana avec Diego Cao, bah yambi bango na Nzingankou, bah vomi si bango kuna d'ailleurs les premiers métis les ali bah matelo yanani, ya Diego Cao bah botaka bana avec manani bah fille congolaise. Et le premier évêque noir Enrique, ce qu'on a Rome les lobes pour l'extérieur, Lilita, il y a premier évêque noir, azalaka mwana yanani, il y a roi Nzingankou. Tango, Léopold Nani, Diego Cao aye ko découvrir, ko découvrir ceux qui embouchent le fleuve Congo. Donc, le royaume Congo, avec la lettre K, faisait partie des grands royaumes Lunda, Mangbeto, les Bashi. Il y avait 16 royaumes, plus de 1 millier de communautés traditionnelles indigènes. Mutramuto, et ils étaient tous indépendants, libres, souverains, avec les droits et les libertés. Stanley ne ayeko boto la bango indépendance, na souveraineté, na mabele, na droit, na liberté, à boto liango pour abundisi bango, à longi bango na bitumba. Donc notre pays, le Congo, a été fabriqué avec du sang, des pleurs et des larmes et de la souffrance. C'est ça qu'il faut comprendre. Notre pays a été forgé dans le sang, la souffrance et les larmes. De qui? De Léopold, du roi de Nani à Stanley. Stanley n'a pas fait qu'une seule mission. L'empereur Msiri, l'empereur de Bayeke, Baboumaki na Nani. Mais Baboumaki na Botson, c'était une expédition, il y a Ster. Ce sont des détails, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que l'empereur Msiri, Tango Tindi, Nani, roi Léopold II, Tindi Batukuna. Parce que Bazo Oué la Mabélé, il y a Msiri avec les Anglais. D'un côté, il y a Zambie. Bazo Oué la Mabélé Wana. Je ne veux pas des Anglais et je ne veux pas non plus de l'État indépendant du Congo, le roi Léopold II. Alors, le roi Léopold II a tenu expédition d'El Commune. Alors, oh, c'est un despote, c'est un tyran, fini, tindi délégation militaire avec un certain Botson. Ketina Bunkeya. Na chef-lieu yanani empire Bayeke. Kekuna l'empereur Msiri Yambi Bango. Moi j'ai donné cours à un descendant de Msiri, comme on a dit Kalasa Msiri. J'ai donné cours à Listi. Donc, les délégations en été, na bunkeya, Yambi Bango na l'empereur Msiri, bandi ko solola, lobi no biso to ya wa poete o kamata bendele ya nani état indépendant du Congo, o tia yango wa Msiri lobi na ko tia bendele na bino wa te. Bakomi ko swana le, babinisi binduk. Babomi nani empereur Msiri. Bana na ye, bakamati binduk, babomi ba bendele wana. Soki okele lo na bunkeya, vous allez voir les tombes. Les tombes de ces gens. 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 Les tomb
il y a massacre, on est salamaki na cour ya roi Msiri. Ozoyoka. Donc, mabele na biso ebotami na makila ya passé. Il y a nani ya Stanley. Mais bateau batina qui Stanley, pour aya kozwa mabele. Tango azongi na Londres, baboyi kozwa mabele wana. C'est ça qui est extraordinaire. Mboka na biso pour comprendre Mboka na biso, il faut utiliser un autre logiciel, il faut prendre un autre algorithme. Il faut utiliser un autre logiciel. Okamati mbongo pesi mwana obi mwana kende na zando yenoko soma nyama. Mwana ye na zando aye amemi mbisi nyama. Yo lobi non non relia sauce nyama wana te. C'est ce qui s'est passé avec Stanley. Batinda ki na ba anglais. Batinda ki na ba banquier à City à Londres. Batinda na famille royale kende ozolo biso mabele na Afrique. Aboudi pendant 3 ans, d'octobre 1879, non, 76, tina août 1879. Moutou mouka nanga wake. A mon équipe, baobabo yo place à Stanley à Niaka Koufa. Parce que, porteur na ye, kimi, a tikali kaka ye moko. Mindelo bayaki na ye, koufa kananzela na bitumba. Il a livré 250 combats pour remonter la mabélé. C'est ça la vérité. Azobi na mabele na Londres, baboyi ko mabele wana. Balubi na ye biso tingi mabele wana te. Kuna Afrique ezali baliaka bateau tout ça. Bref, balubi na ye kende na roi Léopold II kuna na Belgique, peut-être besoin mabele wana. Et c'est pour cela qu'il a traversé la Manche, qu'il a parlé à Laken, à côté de la roi Léopold II, roi Léopold II a dit mabele. Azui mabele wana, c'est-à-dire azui les 800 traités de cession de souveraineté. Oh yo Stanley a signé qui n'a pas encore biso, bata ko signer mona nini, bakamati moi pota baki na le boko, na na Mosapi, au fini Mosapi na na document wana. Mais bata signé qui document wana ba qui français te, ba qui anglais te, ils étaient analphabètes et illettrés. Donc juridiquement ces documents n'avaient aucune valeur et pourtant historiquement émotionnellement ezali ba document oyo nde elakisi que mabele oyo ya biso ya Congo il y a 2 345 000 km², ezali nini ezali bosangisi ya mabele il y a 16 royaumes avec 1 millier ya banani ya ba communauté traditionnelle. En tout ça fait à peu près 450 ethnies. De biso nyonso to sangisi mabele na biso pour to sala mboka un moko. Étant Arabi Congo, Congo belge dans l'État indépendant du Congo de 1885 à 1908, de 1908 à 1960, étant Arabi Congo, Congo belge, de 1960 jusqu'à 1964, étant Arabi Congo, République démocratique du Congo, en 1965, tant beaucoup d'ailleurs au pouvoir, en 1972, avec la République du Zaïre. En 1972, à salir le but du Zaïre, en 1997, tant Laurent Désiré Kabila, même milice Abidel, et ils sont sous le République démocratique du Congo. Donc, Mboka Nabiso est Botamaki sous le nom de État indépendant du Congo. Alors, en 1900, indépendant, tout ça, Congo indépendant, donc c'est le seul pays au monde qui a été indépendant 2 fois. Hein? En 1968, indépendance, semble-t-il, mais Mboka Nabiso est Botamaki Congo, un État indépendant du Congo. Aujourd'hui, on a mis des hommes politiques dans le bien voté. Mais par les blancs, parce que ce sont des ignorants et des inconscients. Ils ne savent rien. Papa Kwebe, pardon. Ozokanga? Très bien. Bon. C'est une chose que je ne fais pas, mais Nalimi na tout na